Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Je suis Denis et encore une fois, je suis accompagné de mon frère Rémi. Bonjour à tous. Ce nouvel épisode sera encore une fois donc un podcast dédié aux réponses à vos questions que vous nous avez posées sur nos réseaux sociaux. La petite exclue de ce podcast, c'est que la semaine prochaine, donc le prochain podcast, sera un podcast spécial Budapest parce que Rémi va venir me rendre visite. Voilà, exactement. Donc tout dépend au moment où vous allez écouter ce podcast, mais je pars mercredi 2 novembre pour rendre visite à mon frère à Budapest. Donc ça va être l'occasion de passer du temps avec lui, mais aussi de vous tourner un petit podcast. Alors en termes de logistique, je sais pas trop comment on va s'y prendre, puisque ça sera pas en visio cette fois-ci, mais en face à face. Donc à voir comment on va tourner ça, mais on va bien s'en débrouiller. Oui, je pense qu'on devrait trouver. Mais c'est vrai que ça sera peut-être un peu plus sympa de faire quelque chose où, voilà, si tu dis des conneries, je pourrais te mettre des petites tapes ou, ou ce genre de choses. Et puis, je pourrais me foutre de ta gueule quand tu t'entraîneras. Parce que c'est pour ça, en fait, qu'il vient uniquement. Je viens uniquement pour ça, en fait. C'est vrai que pour préciser, j'en ai rien à foutre de retrouver mon frère. Ce que je veux, c'est tester sa salle de sport parce que bon, il y a quand même de très bonnes machines, notamment la Police Ibex. Donc voilà, je viens juste le voir pour être hébergé et après aller à la salle de sport, c'est tout. Voilà, moi, en fait, je lui offre juste un toit, à manger. Et puis voilà, de quoi prendre sa douche. Et puis, je pense que tu vas taxer mes accessoires de muscu, donc Ah mes ouais, parce cuffs, que etc., mes j'ai juste sangles. prévu un petit sac, hein. J'ai pas prévu de Oui, bagages c'est ou. ça. Tu as pris tes chaussettes et puis c'est tout, quoi. Non, non, j'ai pris mes sangles de tirage, mes bandes de poignet, ma ceinture de force. Ouais, vous savez, bah, petite anecdote pour débuter le podcast. Lorsque je suis parti donc à Budapest, il faut savoir que dans ma valise, il y avait plus d'accessoires de muscu. Et Normal. en fait, j'ai pris que des trucs de muscu. J'ai genre littéralement zéro fringue pour sortir ou ce genre de choses. Tout ce qu'il y avait dans ma valise, c'était uniquement pour la muscu. Et j'ai pris avec moi un pin, donc un extender pour rajouter du poids sur les machines, dont je me sers quasiment toutes les séances du coup maintenant. Et le pin de base, il fait 3 kilos. Et lorsque je suis arrivé pour peser ma valise, je me suis retrouvé avec un excédent de 3 kilos tout pile. Et elle m'a regardé, la dame m'a regardé, elle m'a dit: «Vous n'avez pas quelque chose à enlever par hasard?» Et j'ai réussi à m'en dégoter. J'ai mis des vêtements autour de ma taille, etc. Pour que ça passe. Mais tout de suite, j'ai l'idée du pin qui m'est venue. Mais ouais, elle m'avait dit, je sais plus, genre 20 ou 30 euros par kilo supplémentaire. Ça faisait cher un peu Ouais, ouais, à le l'aéroport, ils pin. rigolent pas avec ça. Ouais, l'aéroport, il rigole pas. Mais du coup, ouais, j'ai pris quasiment que des trucs de muscu. Parce que pour vous situer, à Budapest, en fait, il y a pas Amazon. Donc déjà, c'est compliqué pour se faire livrer des choses. Et bah, déjà, quand il n'y a pas Amazon, il y a plein de trucs qui sont difficiles à obtenir. Et puis les magasins sont très différents ici. Et puis vu comme il y a la barrière de la langue, c'est difficile pour trouver quelque chose dans des magasins. Même les compléments alimentaires, il y a beaucoup de magasins de compléments, mais c'est difficile quand même de trouver quand on cherche quelque chose. Voilà, c'était la petite parenthèse, la petite anecdote du début. Donc je viens le voir pour bien sûr profiter de la salle de sport, mais pour lui amener du collagène et de la glucosamine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai fait Je sais pas j'ai comment fait ça va passer à l'aéroport, ça, s'ils vont me dire quelque chose. Oui, non, logiquement, je pense que s'ils voient un peu de poudre, ils vont se dire, tu sais, ils vont faire sentir tes, ou je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais je pense que ça va passer. Mais je Puis vais au rester pire, à l'aéroport. tu vas finir en garde à vue ou un truc comme ça. Tu vas pas pouvoir venir me voir. Tant pis. Là, vis-à-vis Cybex, je vais la garder pour moi du coup. Hmm. Bon, bah du coup, on va pouvoir peut-être commencer le début de ce podcast. Donc, comme on l'a dit, ça va être encore un podcast FAQ où on va aborder des questions qu'on a sélectionnées. Vous pouvez continuer de nous en envoyer, hein, quand vous voyez une boîte à questions, n'hésitez pas à sauter dessus pour poser vos questions. On les regarde toutes et après, bah, nous, on sélectionne celles qui nous paraissent les plus intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à en poster. Ce que je voulais dire avant aussi, c'est que c'est pas forcément que des questions, des réponses à vos questions, mais ça va être aussi l'occasion de sortir quelques anecdotes parce que vous en êtes friands et là, pour les questions qu'on vous a sélectionnées aujourd'hui, il y en a.
Donc voilà, je sais pas Alors, si... tu veux directement passer aux questions? Tu n'as rien à dire sur ta semaine avant? Ah oui, j'allais oublier notre petit rituel. C'est vrai que pour ceux qui connaissent le podcast, on prend un petit temps pour échanger et reprendre un petit peu sur notre semaine, ce qui s'est passé côté entraînement, côté nutrition. De mon côté, écoute, bonne semaine. J'ai modifié mon push B pour ceux qui avaient écouté le précédent podcast, qui était en fait une séance où je tournais un peu en rond, je prenais pas autant de plaisir, et donc j'ai changé 2 mouvements sur cette séance, hein. L'idée, c'est pas non plus de tout chambouler sur une séance, hein. Quand on a un exercice qui pêche, eh bien, soit on sélectionne celui-ci, soit voilà, on trouve une variante ou on le recycle, ou enfin voilà. Là, pour cette séance-là, j'avais 2 exercices qui me posaient problème, je les ai changés. Donc c'était le high incline à la Smith Machine 3D qui me posait problème. Je l'ai remplacé par un high incline en prise neutre cette fois-ci. Et j'avais une chaise presse légèrement, qui avait un axe, qui avait un point de pivot, donc qui remontait légèrement, qui m'agaçait un petit peu, qui me saoulait un petit peu. Et je suis passé sur une chaise presse aussi légèrement déclinée avec le point de pivot en bas. Voilà, par celle-ci, je trouve que ça fait bien l'affaire pour le moment. Donc voilà pour les petites adaptations sur cette séance push. Et C'est vrai toi? que, alors, je rebondis sur du coup les modifications que tu as faites. C'est vrai qu'on a déjà abordé pas mal le sujet, mais il y a encore des choses à dire. Ouais, Dans le dernier podcast, on avait déjà pas mal parlé. Souvent, quand il n'y a qu'un seul mouvement qui crache ou qui pose problème, les gens vont changer tout leur programme. ouais, ouais. Ça sert à rien. S'il y a juste un mouvement qui crache ou un cycle qui crache, il faut changer juste ce mouvement-là. Sinon, on change très souvent son programme. Parfois, c'est comme ça, il y a des mouvements. On va commencer un nouveau programme et il y a un mouvement qui va poser problème après 1 mois et demi, 2 mois à le cycler. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer tout le programme. Parfois, il faut juste le recycler. Donc, le recycler, c'est quoi? C'est tout simplement enlever un peu de poids, repartir avec voilà, une meilleure exécution si l'exécution s'était dégradée, dans une fourchette de répétition peut-être un peu plus haute si on était arrivé trop bas dans sa fourchette de rep. Mais voilà, continuer enfin, relancer la progression sur le même mouvement si le mouvement ne posait pas de problème. Et si par contre, eh bien, le mouvement, il y avait quelques difficultés ou quelques douleurs, à ce moment-là, on le change. Alors quand on change un mouvement, en général, un programme qui est bien structuré, on remplace le mouvement par un mouvement du même pattern. C'est-à-dire que si on remplace un overhead press, un développé vertical, on ne va pas le remplacer par un développé horizontal. On va rester sur cette même. Enfin, de toute façon, C'est même mécanique, ouais, c'est exactement. ça, dans Ça, le même c'est pattern de mouvement. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est la règle d'or. Un programme, quand il est bien construit, c'est un programme qui dure sur le temps. Et s'il y a besoin de faire des modifications, c'est sur un exercice. Donc c'est vraiment du cas par cas. C'est voilà, c'est petit à petit, on change pas tout. C'est vrai que ce que je dis souvent, c'est un programme bien construit, c'est un programme avec une stratégie. Et n'importe qui s'y connaît un peu, en regardant le programme, doit comprendre la stratégie du programme. Et si, d'une, le programme il est fait sans stratégie, voilà, et quand on regarde le programme, on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, le but, et c'est comme ça qu'en général, on a un mauvais programme et qu'on n'arrive pas à progresser avec. Mm, Tu as d'autres choses à dire sur ta semaine? Non, pas spécialement. Je te retournais la question après. Alors moi, j'étais chez l'ostéo. Ah ouais, ouais. Pareil, c'est pour faire suite. Ce qui est bien, c'est que chaque semaine, vous aurez la suite un peu de nos péripéties. Donc, j'avais eu quelques douleurs dans le dos. Et du coup, donc, ça a été l'occasion d'aller chez l'ostéo parce que ça faisait un petit moment que j'y avais pas été. La dernière fois, c'était en France. Et du coup, donc, c'était surtout pour faire un bilan. Mon dos allait quand même beaucoup mieux. Mais je me suis dit, voilà, vu comme je prends un peu plus de repos en ce moment, autant voilà, maximiser ma récupération, être sûr que tout va bien avant de reprendre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il m'a dit que j'avais zéro mobilité. Mais vraiment que j'étais une quiche en mobilité, qu'il avait rarement vu des gens avec aussi peu de mobilité que moi. Raide comme un coup de trick. C'est ça. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que souvent sur mon Insta, je partage mes stories d'entraînement, mes vidéos d'entraînement. Et je descends très profondément sur mes mouvements de presse, sur mes mouvements de squat, etc. Je descends toujours, j'ai vraiment le cul qui touche. Je peux pas, voilà, j'ai toujours l'amplitude maximale. Et j'ai fait des vidéos sur comment faire pour avoir la même amplitude que moi, etc. Et
la moitié des gens qui ont répondu à ces vidéos, soit dans les commentaires, soit qui m'ont parlé ensuite en message privé, me disaient ouais, mais non, en fait, ça, c'est juste que tu as une bonne mobilité. Et ce qui était intéressant de dire, c'est que bon, j'ai toujours été conscient que j'avais une mauvaise mobilité, hein. Je l'ai travaillé surtout lorsque je faisais de la force. Et après, j'ai un peu arrêté, et voire complètement arrêté. Mais, mais du coup, donc, je savais que j'avais zéro mobilité. Et en fait, je comblais mon manque de mobilité grâce à une bonne technique. Parce que c'est ça. En fait, le fait de descendre tout en bas, certes, si tu as une bonne mobilité, tu n'auras pas besoin forcément d'avoir une bonne technique. Mais si tu n'as pas de mobilité, eh bien, tu compenseras avec ta technique. Donc, encore une fois, ça prouve que aller dans des amplitudes importantes, tout le monde peut le faire à partir du moment où il a une bonne technique. Et ce n'est pas juste un problème de mobilité. Donc voilà, tous ceux qui disent oui, mais moi, j'arrive pas à descendre à la presse, etc., la plupart du temps, c'est qu'il y a un problème derrière d'ego lift et que les gens ne sont pas prêts à mettre 30 kilos sur la presse pour avoir une bonne amplitude. Mais n'importe qui, et même qui ait une mobilité de merde, hein, comme moi, avec une bonne technique, peut descendre très bas sur ses mouvements. Donc l'excuse de la mobilité n'est absolument pas une bonne excuse. Ouais, c'est très très bien, ouais, c'est bien. C'était parce qu'en fait, voilà, ce qu'il y a de bien à partager, c'est dans nos semaines, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit apporté Ça par. apporte, ouais, ouais. C'est ça. Donc là, c'était la réflexion. Et c'était hyper intéressant. Et quand il m'a dit ça, ouais, je me suis dit, ouais, il faut que je partage ça. Du coup, pour dire encore une fois, il m'a dit que j'avais pas de mobilité. Effectivement, ça pose quand même quelques problèmes dans la vie de tous les jours. Et du coup, c'est pour aller au bout de la réflexion. Du coup, donc, j'ai commencé à faire du travail de mobilité, surtout sur les points auxquels je manquais, pour pallier le problème. Parce que le but, encore une fois, c'est pour le moment, peut-être que je n'ai pas forcément de problème, mais ça ne veut pas dire que dans le futur, je n'aurai pas de problème à cause de ce manque de mobilité et ces raideurs. Donc encore une fois, c'est pas la peine de faire un circuit de mobilité tous les jours, etc. Mais juste inclure des séances de temps en temps. Il y a, on va dire, une différence entre en faire tous les jours et en faire, pour avoir un minimum de mobilité derrière et pas de problème en vieillissant. Parce que le but, c'est quand même de durer, de faire du sport le plus longtemps possible. Et si ma mobilité m'handicape ou fait que je me blesse plus souvent, du coup, c'est un problème. Donc, je vais Voilà, travailler. c'est exactement ça, c'est de savoir la notion de besoin. Enfin, il faut répondre à un besoin défini. Il ne faut pas faire de la mobilité pour de la mobilité. Beaucoup de personnes pensent faire de la mobilité, des étirements passifs chez eux tranquillement pour essayer d'être plus souple en salle de sport. C'est pas forcément ça qui va qui va être transférable dans votre pratique en salle de sport. Faut bien dissocier, on va dire, les étirements qu'on pourrait qualifier peut-être de bien-être, sentir voilà, qu'on a un peu plus de mobilité, voilà, qu'on arrive à se mouvoir. Mais par contre, ce qui est transférable en salle de sport, ça reste quand même des étirements qui doivent être bien spécifiques. Oui, oui. Mm. C'est bien que tu apportes cette nuance. Parce que beaucoup, à partir du moment où on leur dit oui, tu manques de mobilité, ils vont commencer à en faire tous les jours, etc. Non, c'est pas forcément le but. Il y a toujours un juste milieu. Mm, mm. Donc voilà pour ma semaine. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Rémi? Oh non, 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 moi j'ai parlé tout à l'heure, c'est bon. Est-ce qu'on passe aux questions du coup? Ouais, tout à fait. Alors Alors, j'ai la liste des ouais, questions. c'est toi qui les as encore une fois. Sachant que t'en as sélectionné, il y en a 6 ou 7 Ouais, 6 ou 7. et on a fait moite-moite, je crois, pour les sélectionner. Donc je sais pas par laquelle tu vas commencer. Roulement de tambour. Je vais commencer par est-ce qu'il faut aller à l'échec sur chaque série? Ah, très bonne question. Je sais même plus qui c'est qui l'a sélectionné. C'est moi celle-là? Je ne sais plus, je sais plus. Tu veux commencer à répondre ou je Oh non, commence? vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Ok. Alors, le fait d'aller à l'échec sur chacune des séries, c'est quelque chose que Rémi et moi faisons. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la meilleure méthode, mais c'est une façon de faire. Pour comprendre les choses, en fait, plus dans une série vous allez vous rapprocher de l'échec musculaire, et plus votre série va être effective. Parce que les reps qui vont apporter le plus de stimulation sont les reps qui sont proches de l'échec.
Ça, du coup, c'est un fait, c'est comme ça. Par contre, le fait d'aller au plus proche de l'échec, c'est également ce qui va apporter le plus de fatigue. Et donc, là, il va y avoir un peu deux écoles. Soit, du coup, on va toujours à l'échec pour avoir à chaque fois le maximum de reps qui vont apporter bien, le maximum de stimulation derrière. Soit, eh bien, on essaye de garder des répétitions de réserve, le RIR, qui est dans le nom de notre podcast, les reps in réserve. Donc les reps in réserve, comme on l'a dit dans le premier épisode, c'est tout simplement les répétitions qui nous séparent de l'échec. Donc si vous avez un RIR, vous avez une répétition, enfin vous êtes à une répétition de l'échec. Si vous avez 2 RIR, vous êtes à 2 répétitions de l'échec, etc. Et du coup, en fait, garder des RIR, donc entre 1 et 3 RIR, ça permet d'avoir bien quand même suffisamment de répétitions qui vont engendrer bien de la croissance musculaire derrière, une forte croissance musculaire derrière, et ça permet aussi d'avoir un peu moins de fatigue. À l'inverse, du coup, donc aller au bout, aller à l'échec, ça permet d'avoir toutes les répétitions qui vont avoir une forte stimulation, mais on va accumuler beaucoup de fatigue. Les deux possibilités sont OK, mais les deux, en fait, vont apporter leurs avantages et leurs inconvénients. C'est ça. C'est-à-dire que le gros problème des RIR, c'est que les gens ont énormément de mal à les estimer. C'est extrêmement dur, ça demande beaucoup d'expérience d'estimer à combien de répétitions de réserve on est. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont s'arrêter à une ou deux RIR, En alors pensant qu'en qu'ils sont à l'échec, ouais. alors qu'en fait, ils vont pas être à une ou deux RIR, mais à beaucoup plus que ça. Ce qui fait que ça va diminuer grandement le nombre de reps qui va vraiment avoir une très forte stimulation, et ça va rendre les séries beaucoup moins efficaces. Parce que c'est ça, c'est cette notion de si en fait vous faites une série en pensant avoir 2 RIR et que en fait vous avez 5 ou 6 RIR, et ça c'est très fréquent. Je pense que c'est quelque chose que tu vois beaucoup dans tes suivis, Rémi. Exactement, je vais y venir après, je vais faire le parallèle avec Et, certains de mes suivis, ouais. et moi, c'est pareil. Parfois, il y a juste parfois mes suivis, je le vois, même les personnes qui m'envoient leurs vidéos sur Instagram, etc., qui me disent ouais, j'étais à l'échec. Les personnes qui me taguent, il y en a beaucoup qui m'ont tagué ouais, 0 RIR, etc. Je regarde quand je vois leur série. Pour moi, ils auraient pu faire 6 ou 7, voire parfois même une dizaine de répétitions supplémentaires. Alors, s'ils pensaient être à l'échec alors qu'ils pouvaient faire encore 10 répétitions derrière, si ces personnes, on leur dit bah, arrêtez-vous à une ou deux reps de l'échec, en fait, ils vont être trop loin de cet échec musculaire, et ils vont avoir trop peu de reps qui vont être vraiment stimulantes, et du coup, eh bien, ils vont avoir très peu de résultats. C'est pour ça que c'est un peu l'inconvénient de cette méthode, c'est que c'est extrêmement dur de juger les RIR, et du coup, eh bien, ça peut emmener à un manque de progression. Alors que lorsqu'on va toujours à l'échec, au final, on s'assure d'avoir toujours eh bien, le maximum de reps vraiment stimulantes. Et par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a de la fatigue, mais alors avec Rémi, on en a déjà parlé dans le dernier podcast, mais du coup, cette fatigue, eh bien, on la gère en diminuant tout simplement le volume d'entraînement. Et du coup, donc, on fait moins de séries, moins d'exos aussi parfois, et c'est ça qui nous permet voilà, d'avoir le maximum de répétitions vraiment stimulantes, tout en ayant eh bien, les effets de la fatigue en moins. Sachant que, encore une fois, les personnes qui vont dire oui, mais moi je préfère beaucoup plus de séries, etc. Dans les études, ils ont montré que c'était mieux d'avoir du volume. Enfin, ouais, mais qu'est-ce qui sera, à votre avis, le plus stimulant entre faire 4 séries à 10 reps de l'échec chacune ou 2 séries à l'échec? Bah, c'est les séries à l'échec, parce que les répétitions qui vont compter le plus, c'est tout simplement celles qui sont le plus proches de l'échec. Ouais, c'est la proximité à l'échec. Mais alors, comme on le dit aussi, donc c'est tout simplement notre capacité à être intense, à produire cette intensité, c'est quelque chose qu'on apprend, sur lequel il faut se former, et c'est l'expérience de notre pratique qui va nous amener à être plus performants et donc nous rapprocher de cet échec musculaire. Moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir. C'est, on va dire, les étapes pour arriver à cet échec musculaire, et donc, du coup, cette proximité maximale à l'échec.
quand on débute un exercice, qu'on n'est pas sûr du mouvement, aller à l'échec, c'est pas forcément une bonne chose. D'abord, il faut s'assurer de la technique. Bien souvent, pour mes suivis, les exercices qu'ils découvrent, même s'ils les connaissent, j'aime bien avoir un petit temps d'adaptation, un petit temps de rodage, c'est ce que j'appelle voilà, la semaine de rodage, où je vais m'assurer que le mouvement est bien réussi avant de commencer à leur imposer des séries de travail intense et où du coup ils vont se rapprocher de cet échec musculaire. La deuxième chose, c'est que sur certains exercices, c'est bien de périodiser les séries à l'échec. Je pense notamment aux gros exercices de base, comme le soulevé de terre, le squat, même le bench, ou même des tractions, des dips, des choses comme ça, où on va dire que l'effort est tellement important, et même je pourrais le mettre sur des exercices sur machine, hein, quand on se met la race sur une presse, ça peut être intéressant des fois de périodiser nos séries à l'échec, de façon à ce que on puisse quand même avoir une synergie entre la progression et le bénéfice-risque de l'exécution. Parce que, comme on l'a dit, des séries qui sont hyper intenses, c'est aussi produire une grosse charge de fatigabilité, de fatigue. Donc voilà, il y a aussi un raisonnement à avoir entre des fois des exercices où, comme Denis le disait, c'est bien d'être sur une proximité à l'échec, mais pas forcément l'échec complet. Donc voilà, ça c'est vraiment pour, on va dire, l'étalonnage, les étapes de ce qu'il faut faire lorsque vous cherchez à vous rapprocher de l'échec musculaire. Alors, c'est vrai que quand on parle d'échec, on parle d'échec musculaire. Là où c'est important, c'est que parfois, certaines personnes vont penser à être à l'échec et ils seront à l'échec, mais ça sera un échec différent. Ouais, C'est-à-dire que ça sera un échec, par exemple, bien postural. sûr, voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est que le facteur limitant de la série soit le muscle que vous souhaitez travailler. Si, par exemple, vous avez un mouvement avec énormément de facteurs limitants, alors les facteurs limitants, c'est tout ce qui va faire que votre série va s'arrêter avant l'échec musculaire. Si on prend l'exemple du squat, par exemple, le gainage va être un facteur limitant. Donc, en fait, vous pouvez vous arrêter dans votre série, non pas parce que vous êtes à l'échec, par exemple, sur vos cuisses, mais parce que, en fait, c'est votre gainage qui ne tient plus et du coup qui fait que votre série s'arrête. Ça peut être la trajectoire, c'est souvent le cas sur les mouvements aux haltères, tout ce qui est développé couché aux haltères, tout ça. Souvent, on est très loin de l'échec musculaire parce que ce qui se passe, c'est qu'on rate la trajectoire, on descend pas au bon endroit et du coup, en fait, on n'a pas suffisamment de force pour la lever parce qu'on n'est pas dans une bonne trajectoire. On n'est pas dans une bonne trajectoire où le muscle peut produire beaucoup de force et du coup, la série s'arrête à cause de ça. Mais en aucun cas, on est à l'échec musculaire. Donc encore une fois, il faut choisir aussi les bons mouvements pour Ouais. pouvoir aller proche de l'échec. Si vous ne choisissez pas les bons mouvements aussi, ça va être compliqué d'aller à l'échec et surtout, ça va être encore plus dur de juger à combien de répétitions de l'échec vous êtes. Donc Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas pour le coup. Ouais. et c'est vrai que tout le monde ne pourra pas aller à l'échec. Il faut aussi, voilà, Il faut un temps d'adaptation en fait. il y a un temps d'adaptation. Il y a forcément quelqu'un qui a une mauvaise technique ne doit pas aller à l'échec. Voilà. Sinon, s'il essaie d'y aller, son risque de blessure sera trop important. Il faut toujours faire en fait le risque bénéfice-risque, enfin la balance bénéfice-risque, et voir si elle est bien du coup positive en faveur des bénéfices Les ou bénéfices. du coup elle penche plus de l'autre côté. Et si elle penche plus de l'autre côté, c'est qu'il y a des choses à changer. Mhm. Sur tous les mouvements que vous faites, vous devez voilà, vous sentir bien en sécurité pour pouvoir performer et aller à l'échec et faire en sorte que ça soit bien l'échec musculaire qui vous limite dans votre série. C'est pour ça, encore une fois, que si on prend l'exemple des personnes qui essaient de garder des reps de réserve, quelqu'un qui essaie de garder des répétitions de réserve au développé couché à la barre ou aux haltères, mais que du coup, pour lui, l'échec, c'est un échec au niveau de la trajectoire, eh bien, la stimulation musculaire sera extrêmement faible. Et encore une fois, le développement musculaire sera encore plus Ça faible va derrière. impacter, ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est comme, pour vous donner un exemple concret, quand une personne, a un format classique, on va prendre un 3x10 ou développé couché aux haltères, si la personne fait, donc 3 séries de 10 répétitions, elle n'est en réalité qu'à l'échec, enfin ou du moins proche de l'échec musculaire sur sa dernière série. Les 2 premières vont être des séries où, cette proximité à l'échec va pas être, va pas être, proche, enfin ça va être éloigné justement. Ah, ça dépend. Si la personne adapte le poids à chacune des séries, Voilà, mais alors je parlais d'un 3x10, pardon, avec une ouais. charge, constante. Ah oui, ok.
Voilà. Si on a un 3x10 sur un développé couché aux haltères avec une charge constante, effectivement, les 2 premières séries, si vous réalisez 10 répétitions et que la dernière, vous faites aussi 10 répétitions, ça veut dire que voilà, vous êtes quand même plutôt facile avec cette charge. Je pense qu'on peut faire, on peut expliquer aussi comment reconnaître lorsqu'on est à l'échec, le réel échec, du coup. Voilà, ouais, ouais, ouais. Alors, déjà, il y a une règle très simple, on vient d'en parler, c'est si vous pouvez faire 2 fois la même série, c'est que sur la première, vous n'étiez pas à l'échec. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, prenons un exemple, encore une fois, si vous faites 8 reps à 100 kg au développé couché, eh bien, si sur votre deuxième série, vous en faites 8 à nouveau, ou même que vous en faites une de plus, c'est que sur la première, vous n'étiez pas à l'échec, du moins pas l'échec musculaire, et que du coup, c'était un échec bien au niveau de la position, de la trajectoire. Ou C'est-à-dire, même que voilà, ou même qui se sont arrêtés aussi à 8 répétitions, parce qu'ils jugeaient qu'ils étaient suffisamment proches de l'échec. oui, c'est ça. Et souvent, en fait, c'est la technique, le facteur limitant, hein. C'est ça souvent qui pose problème. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, on les voit quand ils testent leur max. Tu sais, ils essayent une première fois, ils ne réussissent pas. Ouais, Et du coup, ils retentent, genre 30 secondes ou une minute après, et là, ils y arrivent. Parce qu'en fait, la première fois, c'est la technique qui a la été le technique, ouais, qui facteur réfléchit. limitant. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. C'est tout simplement que si vous pouvez faire 2 fois la même série, eh bien, sur la première, vous n'étiez pas à l'échec. Sinon, la meilleure façon, en fait, de savoir si vous êtes ou non à l'échec, c'est de regarder, eh bien, la vitesse de vos répétitions et la vitesse de la concentrique, précisément. Plus vous allez vous rapprocher de l'échec et plus en fait la phase concentrique de vos mouvements va ralentir. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Je pense que je la reposterai après avoir posté le podcast. Mm. Et où du coup, donc, je montrais une de mes séries sur la chest press où en fait on voyait bien que voilà, mes 3, 4, 5 premières reps allaient à peu près à la même vitesse. Et à partir de la sixième, eh bien, le tempo de la concentrique diminue. Et donc j'avais mis un petit chrono à côté. Et on voyait bien en fait que à chaque rep, c'était de plus en plus long jusqu'à ce que du coup j'arrive à l'échec et que la dernière, je sais plus, la dernière rep, elle avait duré 7 ou 8 secondes. Et puis derrière, c'était impossible pour moi d'en faire une de plus. Ouais, exactement, mais c'est ce qu'on appelle les fameux grind. Je C'est sais pas ça. comment les Mais gens le nomment. en gros, donc filmez-vous et regardez. C'est souvent comme ça. De toute façon, c'est comme ça que quand je dis à mes suivis, bah là, il t'en restait encore une dizaine. C'est pas pour les embêter. C'est juste que la vitesse de la première rep et la vitesse de la dernière rep sont identiques. Voire limite, parfois, elle est plus rapide la dernière. Donc, à partir du moment où vous avez la même vitesse entre votre première et votre dernière rep, vous pouvez dire que vous aviez encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions sous le pied. Ouais, mais c'est bien. Non, mais T'as, là, t'as donné 2 éléments importants, hein. ouais, t'as d'autres trucs à ajouter? Bah, non, 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 non. Après, c'est aussi, lorsque, je sais pas, quand on fait je pense aux élévations latérales, c'est lorsque, bah, on va avoir du mal à monter plus haut nos bras. Effectivement, ça va montrer que, bah, le facteur limitant, ça va être, l'élévation de l'humérus et du coup, bah, voilà, ça va montrer que, bah, notre échec, qu'on commence à avoir un échec, bon là, un peu postural aussi, mais que ça va être lié aussi à un échec musculaire. Ouais, ça dépend. Tu sais, mes élévations latérales, moi, je les fais en ce que les gens appelleraient lourd. J'ai jamais compris pourquoi les gens voulaient faire leurs élévations latérales en série de 30, absolument. Ouais, ouais, ça Je, c'est je le fais en série inférieure à 10. En général, je fais des séries de 8, 8, 9. Et en fait, c'est pareil, je bouge pas, c'est juste mon épaule, je suis dans l'axe, etc. Et je le vois bien, hein, c'est exactement le même principe. Ma première série, je vais faire genre 9 reps. La deuxième, je vais en faire 6 ou 7. Et puis voilà, quoi. C'est exactement le même principe. C'est comme les autres groupes musculaires. On était encore une fois plus loin que la question. ouais, toujours, hein, c'est Est- toujours pareil. Est-ce qu'on passe à la deuxième? Ouais, 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 ouais. Hem, je sais pas laquelle C'est choisir. toi qui les as. Je sais Ouais, qu'il y, je sais qu'il y en a une qui est, qui est un peu particulière. alors on va passer sur une journée type, de nos repas. Ok, c'est à toi de commencer du coup cette fois. Allez, bah, je vais commencer. Donc du coup, le matin, je mange des œufs, je mange, de l'avoine, je mange un yaourt, avec, Tu fais du combien de lait. repas déjà? Tu fais combien de repas déjà dans ta Alors journée? attends, combien de repas? Un, deux, trois, quatre. 4 gros repas. Et t'as
Alors, est-ce que tu comptes les shakers dans tes... Ouais. Ok, Ouais, ouais. vas-y, je te laisse du coup reprendre, pardon. Moi, je préfère me faire des gros repas et surtout partager ça voilà, avec ma copine plutôt que voilà, de fréquencer et faire plein de petits repas. Donc le matin, donc des œufs, de l'avoine avec du lait, avec un peu de cacao, un yaourt, un fruit, pas de collation dans la matinée. Ensuite, le midi, un gros repas avec une source de produits céréaliers ou pommes de terre ou patates douces. Avec de la viande, donc ça peut être du steak, ça peut être de la viande blanche, ça peut être autre chose. Beaucoup de légumes, en sauce, après j'aime bien mettre de la purée de tomate, des fois un peu de crème fraîche allégée. Mais j'avoue que j'aime beaucoup la purée de tomate. Donc voilà, je me fais un gros jus avec ça, toujours avec un yaourt et un fruit à chaque repas. Ensuite, ça m'arrive d'avoir un pré-training où j'aime bien manger un fruit, une banane, un truc comme ça avant d'aller m'entraîner. Après, pendant mon intra-training, j'ai de la malto. En poste, j'ai de la crème de riz, beaucoup de crème de riz, avec un petit shaker de whey. Et après, bah, j'ai le repas du soir aussi, qui est un gros repas simple, voilà, avec à peu près les mêmes proportions que le midi. Puis des fois, voilà, j'ai un petit plaisir le soir en ce moment. J'aime bien manger du chocolat en tablette. Voilà, c'est dit. T'as d'autres choses à confesser sur ta diète? Non, franchement, non, non, non. Après, je t'avoue que je me fais des fois des petits plaisirs. Bon, Euh, c'est pas des gros trucs. Je suis pas un grand fan de fromage, mais j'aime bien me faire du rocamadour au four, là, en ce moment. C'est le petit truc du soir. C'est vrai qu'à l'époque où j'étais en France, que j'allais chez Rémi, à chaque fois, c'était. J'arrivais chez Rémi, je voyais plein de bouffe partout, j'avais envie de tout dégommer. Ouais. C'est vrai que chez Rémi, on y mange bien. On y mange très bien. Bah, c'est que j'aime bien me faire des gros repas fréquencés, faire des petites collations à droite à gauche. Je trouve que des fois ça m'ouvre plus l'appétit qu'autre chose. Et puis franchement, ça me reste un peu sur le beat. J'aime bien avoir mes repas, poser et manger. C'est vrai que je suis un peu comme toi. Je suis plus team gros repas que fractionné. Alors après, il y a certaines personnes pour qui c'est mieux de fractionner. Tout à fait, Euh, ouais, ouais. mais c'est vrai que je préfère en fait manger, travailler sur une longue période plutôt que du coup me faire une pause au milieu pour manger, etc. Je trouve ça. Et puis au moins, je sais qu'à chaque repas que je fais, j'ai de l'appétit et je vais tout dégommer quoi. Puis on est des ogres, franchement. Il faut, voilà, on aime bien avoir des grosses assiettes et manger jusqu'à voilà, être bien repu, quoi. Ouais. C'est vrai que donc de la façon dont je m'organise, je fais donc mes repas donc le matin. Je fais mon petit déj et après tout de suite donc je fais mon repas enfin, mes repas sur la journée. Ouais. Et en fait, je pourrais pas m'organiser sur une journée plus longue. Je pourrais pas préparer sur plusieurs repas parce qu'en fait, ça prend une journée déjà. Les quantités sont tellement énormes que je pourrais pas faire sur 2 jours, quoi. Ouais. Mais, quand je fais des pommes de terre, déjà, je suis à 2 doigts de prendre le pèse-personne plutôt que la balance alimentaire pour les Bah, attends, peser. ouais, tu te rappelles quand on mangeait ensemble, putain, Ah, c'est vrai que c'est ah, un les enfer. quantités, quoi. Mais même, Mais là, j'ai investi dans un cuiseur à riz. Franchement, c'est vraiment un bon job, ça, hein. C'est vraiment top. c'est vrai que pour tout ce qui est organisation, là, j'ai un cuiseur vapeur, moi, sur Budapest. C'est le premier jour où je suis arrivé, j'ai été acheter un cuiseur vapeur. J'ai acheté un cuiseur vapeur et une balance alimentaire. C'est les deux premiers trucs que j'ai achetés ici. Et quand j'étais en France, j'avais un Cookéo. Et Ah oui. le Cookéo, c'était royal. Encore Ah, une mais fois, tu pouvais mettre autant de choses que tu voulais dedans. Enfin, en termes de volume, ça te faisait un seul repas. non, ça me faisait qu'un repas, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, ça me faisait qu'un repas sans les légumes. Et j'étais en cut. Ouais. Mm. Donc, Non, mais après, voilà, c'est vrai que c'est vrai bon, que on c'est n'a des jamais codes. vraiment trop calculé nos calories. Puis, enfin, Moi, je suis à 4003 en ce moment. ouais, mais moi, à peu près, voilà, je sais que je suis au-dessus des 4000, mais je sais juste que quand je stabilise mon poids et que je prends un petit peu plus de poids et que ça fait longtemps voilà, que je suis arrivé à ce palier-là, j'augmente un petit peu mes quantités, mais je retraque pas à nouveau mon total calorique, quoi. Ah ouais, après, moi, c'est différent. J'ai tout dans un document et je traque absolument tout. Donc, Ouais. je sais à combien de calories je suis. Et ouais, quand je les. Alors là, j'ai pas pour projet de les monter. D'autant plus que je vais peut-être les diminuer parce que j'ai diminué un peu enfin, ma dépense énergétique. Mm. Donc, je vais voir comment mon poids va bouger, mais je pense pas que je vais rester donc à 4003. Je vais très certainement descendre. Donc, Ouais. en fait, vu comme j'ai inclus de la mobilité, j'ai retiré des steps sur certains jours.
Ce qui fait que, donc là, c'était cette semaine, hein, donc c'est tout fréquent. J'ai pas encore assez de recul sur la situation, mais il y a très certainement des choses qui vont changer. Avant, je faisais donc entre 22 et 23 cas en moyenne par jour, donc step. Et donc là, j'ai diminué quand même pas mal et je dois être aux alentours des 13-14 cas. Je n'ai pas encore fait la moyenne parce que c'est pas. Il y a que ça fait 3 jours, un truc comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai pas. Je verrai à la fin de la semaine, j'aurai un échantillon de données qui sera plus important. Ouais. Mais sinon, j'ai pas fait ma journée type, je crois. Non, vas-y, mais tu peux la Mais, présenter. Mais en fait, ce qu'on veut dire surtout, c'est qu'on a une grosse dépense à côté. On marche beaucoup, on se lève tôt le matin, on se couche assez tard le soir, donc on a une amplitude où on bouge qui est importante. Donc c'est vrai que tout ça fait qu'on a une dépense importante et que du coup, on peut le remettre dans nos assiettes, quoi. C'est ça. En fait, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir beaucoup manger, la plupart des gens vont accuser le métabolisme de base, mais en réalité, la vérité, c'est que c'est la dépense énergétique qui est trop faible. C'est ça à 100% du temps, en fait. Les gens, je suis sûr que si vous pensez avoir un faible métabolisme de base, que vous avez l'impression de prendre du poids rapidement, regardez dans votre téléphone avec l'application C'est Santé sur iPhone ou Hills sur Android. Et regardez votre moyenne de pas, alors non pas à la semaine ou au jour, mais votre moyenne de pas sur le mois. Et très honnêtement, si elle est proche des 1000, 2000, ne vous étonnez pas de ne pas pouvoir beaucoup manger et d'avoir des soucis à perdre du poids. Même en Si dessous par des contre, 5000, hein, franchement, c'est. oui, c'est ça. Mm. Alors 20 000, ça commence à faire beaucoup. Oui, 20 000, c'est énorme, ouais. 20 000, D'ailleurs, petite dédicace, alors j'ai perdu son nom, mais il y a de ça quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui s'est lancé le défi de faire 100 000 pas en un jour. Non. Si, alors c'était vers 20 h et il me semble qu'il était à 80 000 pas quand j'ai ouvert ses messages. Donc je pense qu'il a dû réussir. J'ai pas regardé tous mes messages, donc je sais pas encore s'il a réussi. Mais Oh voilà, putain. petite Oh. dédicace s'il écoute le podcast. Alors, Sinon, présente-nous ta journée d'ogre, là. ma journée d'ogre, elle est très simple. En général, donc je me lève, j'ai mes flocons d'avoine qui sont frais du frigo de la veille. Avec ça, donc je les mets à tremper. Avec ça, je me fais des œufs. Et du coup, donc j'ai des fruits. Alors j'ai beaucoup de fruits, donc ça va dépendre en général, mais parfois ils sont surgelés, parfois ils sont frais. Ça dépend de ce que j'ai trouvé au marché. Ensuite, du coup, donc mon repas du midi, c'est quasiment toujours des pommes de terre et des patates douces mélangées. En général, au niveau des quantités, je fais toujours plus d'1,3 kg pour ce repas. En fait, ça va dépendre si je suis en jour on ou si je suis en jour off, parce que c'est mon repas avant Faut l'entraînement. peut-être pas dire les quantités, Denis, sinon. Oui, c'est vrai. Après, donc je me fais, en général, c'est une source de protéines qui est assez faible en lipides sur ce repas-là, avec des légumes, un fruit ou plusieurs fruits, ça dépend encore une fois de si je suis en jour on ou off. Après, du coup, donc si je m'entraîne, pendant l'entraînement, j'ai de la malto. Si je m'entraîne pas, j'ai pas de malto. Donc c'est de la maltodextrine, hein, c'est une source de glucides, pour ceux qui se demanderaient. Et ensuite, la collation, donc pareil, ça dépend. Si là, je me suis entraîné juste avant le podcast, donc je me suis fait une crème de riz. Donc voilà, la crème de riz, elle montait à peu près jusqu'ici La marmite. dans la marmite. Donc ouais, pour vous dire, les assiettes, c'est terminé, hein, c'est des saladiers maintenant. Ah ouais, mais ça, par contre, oui, ça, c'est nécessaire. Donc ouais, la crème de riz, Et l'avantage, puis, c'est il n'y a que plus de fourchette, c'est cuillère, quoi. ouais, c'est ça, c'est une cuillère. Et j'hésite à passer à la louche. Et du coup, donc, sinon, si je suis un jour off, en général, je vais avoir un repas qui va être un peu plus riche en lipides. Là, j'avais pas de lipides dans ce repas, mais à peu près les mêmes macros. Et le soir, donc c'est mon repas le plus calorique. C'est là où, encore une fois, je vais avoir le plus de lipides, avec du coup une source de protéines grasses. Tout dépend de ce que j'ai préparé, mais souvent, encore une fois, c'est pommes de terre, patates douces, c'est mes sources de glucides principales, tout simplement parce que c'est les plus riches en micronutriments. Mhm. Le riz, voilà, c'est bien, ça se digère bien, mais ça n'apporte rien en termes de micronutriments, donc je préfère des patates et des patates douces. Et du coup, avec ça, je vais avoir, du coup, encore une fois, pas mal de légumes, des fruits, et parfois, j'achète du kéfir aussi ici à Budapest. C'est quelque chose qui coûte pas très cher et qui se trouve bien.
mais c'est assez rare. Et ça dépend des périodes. Et j'ai pas de petit plaisir, moi. Pas de petit plaisir. Ah ouais? Alors, pour la petite anecdote, en fait, du coup, donc, je suis parti à Budapest et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, voilà, cette fois-ci, on va se faire un peu plaisir sur la bouffe parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui cheat absolument jamais. Pourquoi? Parce que ma diète me convient très bien et surtout, quand je fais un cheat, on va dire que je le sens, je me sens moins bien. Enfin, je sens que tout de suite, voilà, j'ai fait. Mon corps, il me dit, oh, ok, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc, j'ai pas forcément d'intérêt à cheater et c'est pour ça que j'arrive à. Enfin, voilà, ma diète, c'est absolument pas une contrainte à tenir. Ouais. Et pour la petite anecdote, je suis arrivé et ici, donc, ils faisaient de la glace. C'était de la glace carte d'or, etc. Je me suis dit, oh putain, je vais acheter de la glace. Et c'était quand il faisait bien chaud, là, cet été. Et je vais en bouffer. Il y avait tout un rayon, mais vraiment gigantesque de glace. Je me suis dit, bah tiens, je vais goûter tous les parfums. J'en ai acheté une à la vanille. Et tu sais ce que j'ai fait après, tu te souviens? Non? Et après, je me suis dit, putain, ouais, ouais, pas ouf. J'ai dit, ah, je suis sûr que je peux en faire des mieux. Et en fait, j'allais au marché et au marché, il y avait des bananes qui étaient genre pas chères du tout. Et en fait, il y a une recette pour faire de la glace avec de la banane. Et en fait, j'ai acheté un mixeur et après, je faisais ma propre glace. Donc, cette histoire de cheat meal, elle n'a pas duré trop longtemps. Mais voilà pour la petite anecdote. Après, bon, là, c'est qu'on est aussi sur une phase où on n'est pas dans une période de déficit, où voilà, on est plus dans une phase où on est un peu en surplus. Donc, on pèse évidemment à chaque fois nos aliments. Ça, c'est une variable qui ne change pas. Mais par contre, voilà, si moi j'ai envie de me faire plaisir à manger un petit truc en plus, je vais pas, voilà, je vais le faire. Je vais pas Oui, m'en c'est priver. oui, c'est ça. Euh, on en reparlera un peu plus, je pense, dans le podcast dédié au cut, Ok. à la perte de poids, etc. Yes. Sur nos diètes, là, on pourra peut-être donner un peu plus les quantités, un peu plus les Ouais. calories, l'évolution, etc. Mais là, on va dire que. Donc, moi, je suis Sachant en qu'on phase. a sachant qu'on a tout traqué, donc ouais, ça va être intéressant vraiment de vous donner dans le détail ce qu'on a fait durant cette période-là, ouais. Sachant que actuellement, moi, je suis en maintien. J'ai pas forcément pour objectif de prendre du poids, d'en perdre. Voilà, mon objectif, comme je l'ai dit, c'est la salle de sport. Mes perfs progressent comme ça. J'ai aucun intérêt à monter mes calories. Tout à fait. Je progresse. Enfin, j'ai pas, voilà, je suis très bien comme ça. Je vais pas me gaver ou me restreindre, alors que tout se passe bien pour moi actuellement. Je pense qu'on a fait le tour de la question. C'était peut-être Ouais. pas la question la plus intéressante, mais Mais on va rebondir sur la prochaine question qui est est-ce que la purée mousseline, oh, c'est une vraie putain. question, est-ce que la purée mousseline est une bonne alternative quand on n'a pas le temps? Alors, ça, c'était la question. C'est Rémi qui l'a choisi. Ben quoi, c'est important Vas-y, de bah, répondre à toutes les questions. je te laisse Mais en plus, répondre à ta question. je pense qu'il y a un fond voilà, de vérité. Le gars n'a pas voulu nous troll derrière tout ça, hein. Non, vas-y, bah, je te laisse répondre, c'est ta question. Mais non, mais bon, la purée mousseline, c'est vrai que c'est un produit qui est ultra transformé. Et bah, franchement, on déconseille, enfin je parle à ta place aussi, mais on déconseille tout ce qui est aliments transformés. On privilégie évidemment les aliments les plus bruts possibles. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas recommandé par nos soins, quoi. Alors, bah, tu vois, ma réponse, elle va être plus nuancée que ça. Bah, Euh, moi, dans, je dans peux le, apporter un peu plus de modif. Enfin, c'est vraiment si t'as pas le temps et que tu veux faire un truc rapide. Maintenant, il y a voilà, tu peux manger du riz en 3 minutes, des pâtes, t'as les coquillettes en 3 minutes aussi. Enfin voilà, des pommes de terre, c'est pas très long non plus à faire cuire. Il y a aussi un terme enfin, l'organisation derrière. Si vraiment t'as pas le temps, la mousseline, c'est pas forcément le meilleur truc à faire quand on n'a pas le temps, quoi. Il y a d'autres alternatives. ouais, alors, de mon côté, je dirais que si vraiment le facteur, c'est le temps, je pense que tu peux t'organiser quand même autrement Hmm. pour avoir peut-être des aliments qui vont être de meilleure qualité. Si maintenant, le facteur, c'est que tu aimes ça, que tu aimes vraiment la purée mousseline, mais genre Ah vraiment, yes, j'avais pas vraiment, pensé à ça, ouais. et que ça fit tes calories, alors enfin, tu peux prendre de la purée mousseline, il n'y a pas de souci. À partir du moment, voilà, Oh, comme le je l'ai titre là, Denis autorise la purée mousseline dans cette diète. tu peux manger de la purée mousseline. En fait, comme je dis souvent, la meilleure diète pour atteindre ton objectif, c'est celle que tu arriveras à suivre.
et à suivre longtemps. Si pour ça, tu as besoin d'avoir de la purée mousseline dans ta diète et que ça fit en plus au niveau des calories, eh bien, mange ta purée mousseline. Ouais. Mais c'est vrai que en termes d'index glycémique, ça va pas être ouf. Après, tu peux avoir des stratégies pour, voilà, en fonction de comment à quel moment de ta journée tu vas la manger pour que ça soit peut-être un peu plus intéressant. Au niveau, c'est vrai que c'est un aliment qui est ultra transformé. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est un aliment qui ne va pas forcément t'apporter de micronutriments, à l'inverse des pommes de terre et des patates douces que je parlais tout à l'heure. Mais voilà, si tu aimes ça, tu peux. Mais si c'est juste une question de temps, je pense que tu as de meilleures alternatives qui sont possibles à du coup la purée mousseline. Non, mais c'est vrai, tu as bien dit. Enfin, ce qui est important, voilà, c'est si tu aimes ça, alors mesure, les quantités qu'il te faut pour, l'introduire dans ta diète. Mais voilà, il y a bien sûr d'autres alternatives. Parce que dans tes diètes que tu proposes ou dans les miennes, à mes suivis, évidemment, on tient compte des goûts et des envies de nos suivis. Si, ils nous disent: «Voilà, bah, j'aime bien manger ça» ou enfin, pour donner des exemples concrets, voilà, moi, on me demande régulièrement d'avoir, des burgers dans les diètes ou des fajitas ou des lasagnes, on m'a dit, récemment. Eh bien, voilà, c'est toujours une question de quantité et de proportion et après, bah, voilà, il faut que ça fitte avec tes macros et après, bah, ça roule. Ouais, alors moi j'ai un exemple très concret. Je pense que la personne se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Mais du coup, donc j'ai une personne en suivi et clairement, elle adore le fromage. C'est-à-dire que dans sa diète, Ah si, yes, ouais. si je voulais qu'elle suive sa diète correctement, eh bien, il fallait du fromage à chacun des repas. Alors à chacun des repas, c'était le midi et le soir. Et bah, voilà, il y a eu du fromage, je me suis adapté par rapport à ça et on a atteint son objectif. Du coup, pour donner en plus quelques perfs, c'est une personne qui a fait 200 au Hip Trust, c'est une femme, pour des en série en plus, hein, avec un bon mouvement. Donc voilà et elle a atteint son objectif, sans problème. Avec du fromage, elle a eu des perfs exceptionnels. Enfin, ça l'a pas empêché de progresser, quoi. Donc oui, tout peut être inclus dans une diète. Ce qui va compter, du coup, c'est surtout que tu arrives à suivre cette diète. J'ai un autre exemple avec une autre personne que Avec le Mister Cocktail? non, pas le Mister Cocktail. Ça, c'est. Alors, je pense qu'on n'en parlera pas dans ce podcast-là trop. Mais en fait, avant de faire du suivi uniquement aux sportifs, il y a eu une époque où j'avais un bureau, tout simplement, où je faisais des consultations diététiques pour eh bien, les personnes pas forcément sportives. D'ailleurs, je n'avais quasiment pas de De personnes sportives. sportif, ouais. Et c'était des personnes qui souvent arrivaient vers moi, pas par choix, mais par obligation. En fait. C'est leur médecin qui leur disait, bon écoutez, il faut que vous alliez voir un diète. Et du coup, c'était des personnes qui venaient me voir qui n'étaient pas prêts en fait à changer leurs habitudes alimentaires. Donc voilà, la personne, souvent il y avait des personnes qui venaient vers moi. Bon bah voilà, moi j'aimerais perdre du poids. J'aimerais bien que d'ici la fin du mois, j'ai perdu 15 kilos. Mais par contre, bon bah voilà, moi le McDo, c'est 5 fois par semaine ou rien. Alors, il y a toujours voilà, on peut toujours essayer d'essayer de gratter, etc. Et donc, bah, souvent je disais oui, mais bah voilà, au McDo, c'est quoi que vous prenez, quoi? Si, si vous y allez et que vous prenez juste une boisson light, ça peut être OK, quoi. Non, c'était à chaque fois le giga menu, etc. Bah, Donc, après aussi, on est dans un rôle aussi où on doit dire aux personnes que ça, c'est pas, les bonnes donc, conduites alimentaires. donc oui, et ce qu'il y a de bien, enfin, c'est bien que tu aies parlé de ça et de ce genre de personnes, de l'expérience que j'ai eue par rapport à ça, parce que oui, dans certains cas, en fait, ça va être compatible. Par exemple, le fromage, c'est OK si dans ta diète, on va dire, il n'y a que sur le fromage et que le reste du temps, tu suis la diète, pas de problème, etc. Ça va te permettre de progresser. Là, dans le cas du McDo, la personne qui voulait aller 5 fois au McDo par semaine, plus du coup, donc c'était une personne qui, qui, qui en fait aimait beaucoup les apéros, notamment donc le Mister Cocktail. Et donc, il y avait, je sais plus, 2 ou 3 verres de Mister Cocktail en apéro par repas et c'était des calories liquides, ça bombait à fond Ouais, ça va vite, hein. Ça va très, et très vite. voilà, c'était une personne,
chez qui c'était très très difficile qui n'était pas prête en fait à réduire quoi que ce soit. Et il faut quand même pour avoir une progression, il faut quand même changer ses habitudes alimentaires. Parce que si actuellement tu ne progresses pas, c'est que ce que tu fais ne te permet pas de progresser. Et si tu n'es pas prêt quand même à changer un minimum les choses, eh bien oui, ça ne va pas te permettre de progresser. Donc oui, j'ai eu toute une... Mais ça, je pense que j'en parlerai plus tard dans les expériences de travail que j'ai eues. Parce que donc, j'ai eu le cabinet et j'ai travaillé dans un centre de l'obésité. Et aussi, j'ai travaillé en hôpital où je gérais tout ce qui était consultation pré- et post-chirurgie bariatrique. Donc, c'est les personnes qui font des sleeves ou des bypass, etc. Et là, c'est pareil. C'est là où j'ai appris énormément de choses. C'est là aussi où j'ai su que je voulais travailler avec des sportifs. Bah oui. Et c'est que Mais, c'est pas des personnes qui ont la même discipline que des sportifs. mais Et c'est souvent des personnes qui ont besoin aussi d'une aide psychologique. encore une fois, tout ça, c'est des expériences qui m'ont énormément appris et qui m'ont aussi changé mon discours sur certaines choses, etc., qui m'ont fait voir les choses différemment. Donc, c'est des étapes qui ont été très importantes pour moi, pour la personne que je suis aujourd'hui. Mais pour en revenir à la purée mousseline, parce que c'était ça la base de C'est quand même tout, ça la base, ouais. en gros, si tu as besoin de ça pour tenir ta diète, ok. Mais si c'est juste, par exemple, la purée mousseline, un bout de fromage de temps en temps, voilà, un cheat par-ci par-là, ça va. Si par contre, voilà, avec la purée mousseline, tu as les cordons bleus, en dessert, tu as, je sais pas, la tarte à la fraise, et c'est toujours comme ça, non, à ce moment-là, la purée mousseline, ça va pas forcément être une bonne chose. Et voilà, il va falloir faire des compromis. Donc, encore une fois, il y a ça, il y a le est-ce que tu en as besoin, est-ce que tu aimes ça, et est-ce que tu as que ça? Parce que sinon, en fait, c'est l'accumulation de tout qui pourra t'empêcher d'atteindre ton objectif. Ouais, très très bien résumé. Très très bien résumé. Je pensais pas qu'on débattrait autant sur Autant une sur la question. purée mousseline, ouais. Et la question que je choisis là d'enchaîner, c'est quel conseil pouvez-vous me donner pour ne pas vomir pendant mes séances? Ah, ça, c'est moi qui l'ai sélectionné, celle-là. Ouais, donc déjà peut-être ne pas consommer de purée mousseline avant, en pré-training. Ah, tu les penses si la personne la digère bien? Alors, ça, c'est une question intéressante. À chaque fois que je poste une story d'entraînement ou ce genre de choses, les gens me disent, mais comment tu fais pour pas vomir pendant tes séries, etc. Moi, si je m'entraîne aussi fort, je vomis, machin et tout. Euh, Souvent, alors, si vous vomissez pendant vos entraînements, je sais que sur les vidéos, les gens qui aiment bien se montrer en train de vomir, etc. Ah Ouais, ouais. l'entraînement, il est hardcore, etc. Sachez que si vous vomissez pendant votre entraînement, c'est juste que le repas que vous avez mangé avant était mal choisi ou trop proche. C'est juste qu'au niveau de votre digestion, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous avez mangé des aliments que vous ne digérez pas bien, soit vous avez mangé trop proche. Exemple, souvent, les gens qui vomissent, c'est soit des gros body qui mangent, du coup, qui ont tendance à se suralimenter, donc qui du coup vomissent pendant leur séance, soit il y a pas longtemps, on m'avait montré une vidéo, c'est des mecs, voilà, ils font un gros entraînement, ils finissent par dégueuler dans une poubelle, et en fait, c'est juste qu'ils ont été taper un McDo avant l'entraînement. Donc Ouais, voilà. bah oui. Donc c'est vrai, Donc il y a le facteur nutritionnel avant, ça il c'est y, vrai. a le facteur nutritionnel, c'est-à-dire que si votre repas avant l'entraînement est bon, digeste et qu'il est suffisamment éloigné, c'est-à-dire que si vous mangez un gros repas et qu'après vous allez vous entraîner, ouais, ça va poser problème. Mais voilà, s'il y a un peu de temps et que en plus de ça, votre repas est digeste, il n'y aura déjà aucun souci. Ça, c'est le premier facteur qui est sans doute le plus important. Le deuxième facteur qui peut vous donner la gerbe, c'est votre niveau d'hydratation. C'est-à-dire que pendant votre entraînement, la façon dont vous allez boire va aussi pouvoir vous donner plus ou moins envie de vomir. Ce que je conseille de faire, c'est tout simplement, vous prenez, c'est un pot de sel. Alors pour ceux qui ne parlent pas hongrois, c'est kalas en hongrois. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne parle pas hongrois de toute façon. Mais en gros, il faut boire. Ce que je fais, c'est que entre chacune de mes séries de chauffe y compris, je prends une petite gorgée. La problématique des gens, c'est que ils vont pas boire entre leurs séries et ils vont attendre d'avoir giga soif. Et dès qu'ils vont avoir giga soif, ils vont boire la moitié de leur shaker ou la moitié de leur gourde. Et là, tout de suite, ça va peser extrêmement Ouais, ça va les lourd. ballonner, ouais, t'as raison. Et ils vont être gênés. Et c'est ça qui va leur donner la gerbe. Souvent, c'est comme ça en fin de séance.
Fin de séance, ils ont la gerbe. Pourquoi? Parce qu'ils boivent toute l'eau en fin de séance. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui revient souvent chez mes suivis. Ouais, j'ai la gerbe. Souvent, le dernier, c'était l'hydratation. C'était il y a quelques jours. Encore une fois, s'il écoute le podcast, peut-être qu'il se reconnaîtra. Mais la façon dont vous allez vous hydrater va vachement compter. Et si vous buvez tous vos shakers à la fin, que vous avez un gros apport en eau d'un coup, ça peut aussi vous donner envie de vomir. Donc, voilà, c'est les deux causes qui vont faire. Et par contre, ce n'est en aucun cas lié à l'intensité de l'entraînement. L'intensité de l'entraînement, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez plutôt avoir tendance à tourner un peu de l'œil peut-être. Et encore, en général, votre cerveau vous dira d'arrêter avant. Il y a quand même des mécanismes de survie qui sont là. On ne peut pas s'entraîner dur du jour au lendemain comme ça. L'envie de vomir, donc vraiment, c'est lié à votre nutrition. C'est lié, donc on pourrait peut-être donner des petits tips. Donc, comme on l'a dit, espacez vos repas. Si vous avez mangé un gros repas avant, ben voilà, essayez d'attendre 3 bonnes heures avant d'aller vous entraîner. Et si vous avez besoin justement de manger un petit truc avant d'aller vous entraîner, prenez quelque chose de facilement assimilable. Donc, qu'est-ce qu'on entend par facilement assimilable? Ça va être une source principale de glucides. Donc ça va Ouais, être voilà, des fruits, ça peut être des fruits secs. Voilà, moi c'est ce que je conseille, voilà, un fruit ou des fruits secs. alors, Un c'est truc. pas forcément Par exemple, le repas, c'est bien que j'ai détaillé ma diète juste avant, parce que du coup, donc mon repas pré-workout, donc j'ai en général, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, environ 1,5 kg, 1,6 kg de pommes de terre, patates douces, avec du coup un fruit et de la viande. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que j'ai pas de source de lipides. Les lipides vont avoir tendance à ralentir la digestion, C'est ce qui mais va peser sur votre estomac pendant votre entraînement. c'est ça. Et du coup, en fait, je vais m'entraîner, on va dire 1 heure en général. Donc, je mange, je travaille encore à peu près 1 heure, 1h15. Après, je vais m'entraîner. J'ai 10 minutes à pied pour aller à la salle. Plus derrière, j'ai mon échauffement qui va durer 20-25 minutes. Et après, j'ai ma montée en gamme sur mon premier mouvement. Donc, en réalité, on pourrait dire qu'il y a 2 heures entre mon repas et le début de mon entraînement. Et au bout des 2 heures, du coup, j'ai mon shaker aussi que je commence à boire un peu avant. Mais ce repas-là, donc les pommes de terre, etc., si je les ai choisis, c'est C'est que aussi c'est parce hyper que. digeste. Ouais. Alors, c'est pas que c'est hyper digeste, c'est que moi en particulier, je les digère bien. Mm. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ne digèrent pas bien certains Surtout 1 aliments. kilo, 1 kilo de pommes de terre, je pense que euh, peu de personnes vont enfin, je sais pas, moi ça me pose pas de soucis. Il y a d'autres aliments qui vont me poser problème au niveau de la digestion, mais manger un tel volume avant d'aller s'entraîner, même 2 heures avant, pour certains, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Et puis en fait, tout le monde ne va pas digérer les aliments de la même façon. Par exemple, si vous mangez des lentilles, si je mangeais le même nombre de calories mais avec des lentilles, il y a fort à parier que je les digérais moins bien. Ou des haricots blancs ou des haricots rouges, enfin des légumineuses. Il y a de grandes chances que je les digère moins bien. Donc, avant de vous entraîner, c'est pas forcément la quantité, parce que la quantité va dépendre aussi à vos besoins. Mais faites des tests aussi. Si vous mangez juste avant de vous entraîner et que ça pose problème, essayez d'espacer un peu jusqu'à trouver la bonne période, le bon délai, on va dire, entre votre dernier repas et votre entraînement. Essayez de varier aussi. Si vous sentez que vous ne digérez pas bien quelque chose, variez-le. Faites des tests. De toute façon, on peut pas deviner. Le boulot d'un coach, c'est de trouver des solutions. On teste. Si ça marche pas, on trouve une autre solution. C'est ça. En fait, le coach, c'est celui qui apporte des réponses. C'est celui qui va te dire, fais ci, fais ça, fais ça. Ça marche pas, on fait ça, etc., etc. Mais sans une phase de test, c'est impossible de le dire. Donc voilà, je ne sais plus ce que c'était la question de base. Voilà, les conseils pour ne pas vomir pendant ces Les séances. conseils, donc voilà, C'est ce que j'étais en train de résumer, voilà, manger un peu manger des aliments qui vont être facilement digeste digestes pour pour vous. vous et essayer peut-être différentes délais entre du coup donc votre dernier repas et votre entraînement. Et le volume surtout, ça peut être, voilà, si vous savez que vous pouvez pas enquiller un gros repas avant d'aller vous entraîner, et ben, ce que vous faites, c'est que vous le fractionnez, vous faites plutôt des petits repas ou vous faites une micro, pré-workout, une micro-collation, en guise de pré-workout, avant de vous entraîner avec, comme je l'ai dit, un fruit ou des fruits secs, histoire que ça vous tienne un petit peu pendant votre séance et pas que, voilà, vous vous entraînez avec, le ventre vide.
C'est ça. Après, vraiment, ça va dépendre de chacun. Hein. De chacun, ouais. Je pense que À essayer. on va prendre des exemples. Ça sera peut-être plus parlant, mais imaginons une personne qui s'entraîne à 15 heures dans l'après-midi et qui mange à midi. Si elle veut prendre un pré-workout, l'idéal, ce sera de prendre peut-être quelque chose d'assez petit. Par exemple, une banane vers 14h30, quelque chose comme ça, ou 14h15, 14h30, avant de s'entraîner. Si maintenant la personne s'entraîne à 17h, elle aura peut-être plutôt intérêt à faire une collation un peu plus Un consistante. peu plus conséquente, c'est vrai. À 16h avant de s'entraîner. Donc, encore une fois, ça va dépendre de chacun. La temporalité, ouais. C'est ça. Mais il y a plusieurs façons de faire. Et ce qu'il faut, c'est faire des tests. Eh bien, écoute, on a fait le tour sur celle-là. C'était pas mal. Ouais, c'était intéressant comme question. Alors, je propose qu'on passe sur peut-être une question un peu. On parlait justement de pré-workout. Alors, c'était pas le pré-workout comme complément alimentaire, mais plus le pré-workout comme pré-training, comme aliment que vous allez manger avant de vous entraîner. Mais la prochaine question concerne les pré-workouts sous forme de complément alimentaire. Est-ce que c'est bien? Alors, je commence. J'ai commencé tout à l'heure. Et si tu veux, je peux commencer, ouais. Mais déjà, la première chose, c'est que si la qualité de ta séance dépend de ta prise ou non d'un pré-workout, c'est que tu marches à l'envers. Très bien résumé. Non, mais c'est vrai, il faut pas prendre le pré-workout pour dire si je prends un pré-workout, je vais forcément faire une bonne séance. C'est pas, voilà, ta motivation pour ton mojo pour ta séance ne doit pas dépendre d'un complément alimentaire. En fait, tu verras jamais quelqu'un qui s'entraîne vraiment prendre du pré-workout. Ouais. Tout simplement parce que c'est inutile. Et en plus de ça, l'effet réel du pré-workout, qui est de te donner un coup de fouet, et en fait, c'est même plus ça que les gens recherchent. Les gens recherchent aujourd'hui à prendre du pré-workout pour avoir un bon pump, pour Pour avoir ce côté excité, enfin voilà, de sentir qu'on bouillonne, que même certains aiment ce côté des fourmillements, avec les picotements, des ouais. picotements, voilà, merci. Mais enfin voilà, les gens ne raisonnent pas de la bonne façon. Parce que, à la limite, tu es un peu fatigué. Voilà, tu sens que, je sais pas, tu as passé une mauvaise nuit, ce genre de choses. Tu peux à la limite prendre une gélule de caféine si ça peut t'aider. Voilà. Voilà, On, t'as pas on en besoin, parlera des alternatives, ouais. C'est vrai que la caféine. mais t'as pas besoin de prendre un. Et encore une fois, t'as même pas besoin de prendre une gélule de caféine, t'as juste à prendre un café. Mm. Un café est suffisant. Je vois pas pourquoi. En fait, c'est le pré-workout, c'est très marketing. Ils l'ont mis en avant. Ouais. Voilà, à chaque fois qu'il y a un gros body qui fait une vidéo, tu prends Larry Wills, etc. Les gros body américains, les mecs ils boivent dans le pot, voilà, ça fait de la fumée, ils sont contents, ils le gobent comme ça. Voilà, il y a tout un aspect marketing qui fait que les gens sont très influencés et ont très envie de prendre des pré-workouts. Ils en viennent à faire des mélanges parce que le corps s'habitue. Donc, en fait, pour ressentir quelque chose, il faut toujours augmenter les doses. Et c'est pour ça aussi que les gens en prennent toujours plus. Et au bout d'un moment, il y a ouais, lui, il me fait plus rien. Alors, du coup, on a envie d'en essayer un autre qui est encore un peu plus fort, etc. Et ça, c'est pas quelque chose de bien. En plus de ça, oui, quand on prend du pré-workout, on a ce coup de fouet, on a ce pump en plus. Et quand on prend toujours du pré-workout et qu'on finit par s'entraîner sans pré-workout, là, c'est sûr que là, on se met à sentir une différence. Mais C'est qu'en fait, on crée une sorte de dépendance. c'est ça, alors qu'à la base, on n'en avait pas besoin. Mm. Alors qu'à la base, on n'avait pas besoin. Mais comme tu le dis, en fait, c'est que c'est très marketing. En fait, il y a des titres toujours très accrocheurs sur les pré-workouts, mais on a quand même du mal. Il faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs scandales autour des pré-workouts, notamment avec le Jack 3D qui était avec le DMAA, là. Tu sais, là, c'était l'extrait d'uranium, là. Voilà, ça a montré les limites, ça a montré une grosse toxicité, une augmentation de la pression artérielle, enfin, tout un tas de choses. Donc, les pré-workouts, c'est tout sauf sain. C'est vraiment, si vous devez vous entraîner, entraînez-vous et soyez dicté uniquement par votre mental. C'est uniquement votre mindset, votre cerveau qui doit vous dicter les limites et pas un pré-workout, pas quelque chose d'artificiel. Je t'ai dit que j'avais une anecdote sur celle-là. Ouais. Et je pense que mon anecdote,
va en fait faire que les gens ne vont plus prendre de pré-workout. Alors, tu vois pas laquelle je veux Mais parler. non, mais en off, tout à l'heure, je t'ai parlé de Non, non, V4, c'est pas ça? non, c'est pas celle-là. Je te dis, quand je vais la raconter, tu vas comprendre direct, Je la raconterai, celle du Pulse V4 après. si tu veux. C'est une anecdote qui est assez longue et le titre, pour que tu puisses te situer, Rémi, c'est « Comment j'ai terminé à l'hôpital à cause du pré-workout ». Pour situer, donc si vous avez écouté les premiers épisodes, c'est l'époque où donc je suis mineur et je m'entraîne dans la salle de body old school C'est bon, je l'ai. à Centerform. Et à cette époque-là, il y a un fitness boutique qui ouvre dans la ville et qui décide de faire un partenariat avec Centerform, la salle où je m'entraîne. Et ce qui se passe, c'est que pour débuter le partenariat, eh bien, Fitness Boutique donne des échantillons de compléments alimentaires à la salle. Et le patron de la salle, avec qui je m'entendais bien, me dit « Tiens, Denis, voici des échantillons de compléments. Et essaye-les, et puis dis-moi ce que tu en penses. Si ça se trouve, tu achèteras des compléments à Pierrot, c'était le mec qui gérait la boutique, derrière. Pas de souci. Et donc, il y avait de la prot, il y avait de la. Il devait y avoir des BCA, à mon avis. Ouais, c'est ça, des BCA. Et il y avait du pré-workout. Et un jour, je me souviens, j'avais une séance de développé couché. Et en fait, c'était une journée particulière parce que le matin, c'était développé couché. Je devais faire les 115 kilos. Et ensuite, à 13h, je rejoignais une fille pour notre premier rendez-vous. Et donc, je commence mon entraînement. Enfin, juste avant mon entraînement, on va dans les vestiaires et j'étais avec Robin, le gym bro de l'époque. Il faut vraiment qu'on fasse un podcast avec lui. Il faut vraiment qu'on fasse un podcast avec lui. Et je lui dis, bah, tiens, regarde, j'ai un échantillon de pré-workout, on va le prendre, on va tout déchirer pour la séance. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui réfléchissent comme ça. Hein. Et on le prend et on avait un shaker MyProtein bleu avec la languette blanche, là, les connaisseurs verront. On le met dedans, on met de l'eau. Je me souviens, il le secoue et le truc, il pète. Le shaker, il explose. Et le capuchon. Le capuchon, ouais, il a décollé, en fait, ça l'a expulsé. Et il y avait genre de la fumée et tout. Alors, ne me demandez pas quel pré-workout c'était, je m'en rappelle plus. Et là, il y a vraiment, on se regarde dans les yeux, on se dit, putain, on va vraiment boire ça. Et déjà, on était parti sur un moite-moite. Et moi, je bois pas de café. Et puis, à l'époque, j'étais plus jeune, j'étais assez léger, etc. Au final, on a fait, je crois, Robin a dû en boire les 2 tiers et j'ai dû en boire les 1 tiers. On fait la séance. Moi, j'étais là, ouais, pré-workout, etc. Je fais ma meilleure perf au développé couché. Je sentais que j'avais un pump et tout. J'étais là, ouais, pré-workout, etc. Bref, la séance se passe nickel. Mais en fait, je sentais que j'avais des pulsations au niveau du cœur. J'étais à fond, quoi. J'étais à fond. Et je me dis, bon, bah, ça va s'arrêter quand la séance va se terminer. Et donc, la séance se termine. Robin rentre chez lui, parce que moi, donc, j'avais rendez-vous toujours dans la ville, donc à Limoges. Je mange à la salle, j'avais préparé mes gamelles, etc., comme d'habitude à l'époque. Et ça ne descend pas, le palpitant ne descend pas. Et je commence, j'ai un peu de mal à manger, je me sens un peu nauséeux. Je me dis, bon, c'est pas grave. Je vais aller prendre une douche, parce que voilà, j'avais préparé des affaires, etc., pour être tout beau, tout propre. Je vais prendre une douche froide, etc. De toute façon, les douches, elles étaient gelées là-bas. Mais je me dis, ça va me faire du bien. Je prends ma douche et le palpitant ne descend pas. Et je dis, merde, putain, cette connerie de pré-workout. Et je me sentais vraiment pas bien, quoi. J'avais pas réussi à du tout. Genre, j'avais dû manger un quart de mon repas. J'avais vraiment trop la gerbe. Je commençais à avoir la tête qui tournait. Et via le moment du rendez-vous, je me dis, bon, tant pis, il faut que j'y aille, quoi. J'y vais. Et j'attends. Il était pump pour aller voir la gadji. J'avais fait les pecs en plus, là. J'étais tout pump. Et j'arrive, donc je la vois. Et clairement, donc il y a la place où il y a tous les bus, donc on se rejoint ici, on se voit vraiment, on se dit bonjour, patati patata, je sais plus ce qu'on se dit. On marche et littéralement, mon état empire
Vraiment, ça tourne vraiment. J'arrive plus à marcher. Je suis obligé de m'arrêter, de me tenir parce que en fait, j'ai trop la tête qui tourne. Je me sens vraiment pas bien. Je sens que je vais vomir. Et puis, bon, elle est à côté, quoi. Moi, je suis un bonhomme. J'étais le seul dans le lycée à faire de la muscu. J'avais une petite image, quoi. C'était le premier rendez-vous. Je voulais pas passer pour un con, quoi. Et sauf que ça va plus du tout. Et il y a un moment où, quand ça va vraiment plus, bas les couilles de passer pour un con. Et en fait, je me suis arrêté et je me tenais à une voiture. Et juste à côté de cette voiture, il y avait une pharmacie. Je dis bon bah parfait. Concours de circonstances. Ouais, je vais aller dans la pharmacie. Et j'arrive dans la pharmacie et je dis ça va pas bien. Ça va pas bien du tout, etc. Et je pense que ça devait se voir que j'étais un peu palichon, qu'il y avait un truc qui allait pas. Et la pharmacienne, elle me dit ouais, allongez-vous, allongez-vous. Elle vient, je sais plus, elle me prend la température et elle va chercher un truc pour prendre la tension. Elle prend ma tension et là j'ai un truc énorme, mais vraiment genre énorme. Elle me dit ouh ça va pas du tout, ça va pas du tout. Là, faut aller à l'hôpital. Non, au début elle me dit ça va pas du tout, mais peut-être que ça va se calmer. Et là il y a sa collègue qui arrive. Je m'en souviendrai toujours de sa collègue. Ah, la garce. Ah ouais, d'un coup tu te souviens bien de l'histoire. Mais je t'ai dit, c'est bon là, je l'ai. Et en fait, à l'époque, je m'étais mis beau gosse et bah voilà, j'avais un peu de bras, etc. J'avais mis un t-shirt assez court et avec un petit col en V, etc. Et sur mon bras, en fait, j'avais quelques boutons, quoi. Mais c'était des boutons comme ça, quoi. Et Parce elle que t'étais arrive. mineur, faut le rappeler. Ouais, j'étais mineur à l'époque. Hein. C'était l'acné. Et, elle arrive, elle me dit oh là là, mais il a des trous dans son bras parce que j'avais expliqué en fait que bah voilà, j'avais fait une séance de sport qui était assez intensive, etc. Ça venait peut-être de là. Et elle commence à dire oh mais je connais parce que c'était une salle de body. Je connais là-bas, il y a que des gros bodybuilders. Ils se piquent avec des seringues, etc. Regarde les traces sur son bras, il est dopé, machin et tout. Lui aussi, il en fait partie. Et moi, j'étais là, oh là là, et j'étais plus en état de lui dire, mais arrête, tu dis n'importe quoi. Et bref, du coup, elle a amplifié tout le truc. Elle a dit, ouais, ça se trouve, il fait une mauvaise réaction au produit, etc. Et à côté, donc, il y avait la fille qui était en train d'attendre. Ça va aller, ça va aller. Bref, l'autre, du coup, pharmacienne revient et elle dit, bon, bah, c'est très simple, si ta tension n'est pas redescendue, il faut faire quelque chose. Et elle reprend ma tension et ma tension avait augmenté. Et elle me dit, bon, bah, c'est bon, j'appelle les pompiers. Elle appelle les pompiers. Les pompiers arrivent et ils me mettent dans leur espèce de civière et ils m'emmènent à l'hôpital. L'hôpital mère-enfant, hein, ouais. Hôpital mère-enfant, ouais, parce que j'étais mineur. Et du coup, donc, bien, la fille, elle n'a pas pu venir. Hein, Elle est restée à la pharmacie. Elle est restée à la pharmacie toute seule. En plus, elle venait de super loin. C'était trop galère pour elle de venir, etc. Et au final, elle est restée toute seule. Bref, la pauvre. Je m'excuse si jamais elle écoute le podcast. C'est possible qu'elle écoute en plus. Et j'étais donc donc les pompiers m'emmènent. Et donc les pompiers, je commence à leur dire ouais, j'ai fait une séance de sport, etc. Je commence à leur dire mes perfs. Et ils disent ah ouais, pas mal. Les pompiers étaient vraiment trop cool. Et puis il y en a, il me dit ouais, t'es sûr que c'est pas à cause de la fille là, etc. Et je dis bah non, très honnêtement, je pense que c'est le pre-workout, ça a été l'élément déclencheur, etc. Il me dit, c'est la phrase c'est pour l'humour. Il me dit, ouais, parce que si au premier rendez-vous, tu fais un malaise, le jour où tu vas coucher avec, tu vas faire une crise cardiaque. C'est bon. Ah ouais, il était très bon, il était très drôle. Beaucoup d'humour. Mais bref, j'arrive du coup donc à l'hôpital. Et donc là, à l'hôpital, ils me font faire des tests urinaires, machin et tout. Et je suis resté donc dans une chambre. Et c'est là où Rémi va intervenir. Parce que donc je devais sortir. Et je voulais sortir c'est mémorable. Je devais sortir de l'hôpital. Et du coup, donc c'était un hôpital mère-enfant. Et l'infirmière me dit alors en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait pour me soigner? Ils ont juste attendu, ils m'ont gardé sous contrôle.
Et avec le temps, mes palpitations sont descendues. Ouais, ta pression est retombée, quoi. Je sais pas si... Ah, quoi, il m'avait peut-être donné un cachet, je me rappelle plus. Enfin bref, il m'avait fait des analyses, etc. Tout était revenu normal, enfin, il n'y avait pas de problème. Et le résultat, c'était que c'était le pré-workout qui avait causé ça. Et donc, au moment de sortir, elle me dit, bon, bah voilà, vu comme vous êtes mineur, il faut que l'un de vos parents vienne vous chercher. Et vous vous rappelez, on a grandi sur la ferme, etc. Et je me dis, bon, je vais commencer par ma mère, parce que c'est là où voilà, il y a le plus de chances que ça se passe bien. J'appelle ma mère. Ma mère était en réunion. Donc, je prends mon téléphone, hop, je compose, j'appelle. Je fais, oui, maman, je suis à l'hôpital, tu peux venir me chercher. Et j'entends sa petite voix qui me dit, Denis, je suis en réunion. Ah, t'es à l'hôpital, bisous, je te rappelle. C'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et moi, je suis là en mode, ah, et il y a l'infirmière qui est à côté, qui a tout entendu, et qui est en mode, elle n'en revient pas trop. Et puis, elle dit, bah, faut essayer votre père. Et là, moi, je sais ce qu'il était en train de faire, le père. Et il y avait zéro chance que ça fonctionne. Alors, j'appelle mon père, tac, tac, tac. Oui, papa. Et là, il commence. Déjà, faut pas l'appeler. Il dit, ouais, je suis en train de labourer. Qu'est-ce que tu me fais chier à m'appeler? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais jamais fini ce soir et tout. Et là, je lui dis, bah, en fait, je suis à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait encore? Bref, il me gueule dessus. Et à côté, il y a l'infirmière qui est là. Ah bah d'accord. Et après, les parents, ils nous aiment, hein. Enfin, faut quand même préciser, mais oui. moi, c'était pas le bon jour, je crois. C'était absolument pas le bon jour. Pas du tout. Bref, mon père raccroche après avoir gueulé. Et puis là, l'infirmière, elle me dit, ah bah, vous n'avez pas quelqu'un d'autre? Et là, Rémi fait son intervention, le sauveur. J'appelle Rémi, je fais, oui Rémi, tu peux venir me chercher. Et là, Rémi, donc grand chevalier, me dit, bah oui, pas de souci. Et sauf qu'en fait, il fallait la carte d'identité de mon père et un mot de mon père. Donc, j'avais dû le rappeler, je m'étais fait engueuler. Et donc, Rémi était venu me chercher genre 1 heure et demie après. Et l'infirmière, elle avait tellement eu de la peine pour moi qu'elle m'avait mis dans une grande chambre et elle m'avait apporté des DVD de Gad Elmaleh pour que je puisse les regarder. Ouais. Je me rappelle. Bref, c'était la petite anecdote. Et depuis ce jour-là, donc c'était la première et la dernière fois que j'ai pris du pré-workout. Mais en même temps, déjà, je me dis, je sais pas, j'étais con. Il y avait des signes, quoi. Je vois le bouchon du shaker qui explose et je me dis, bah tiens, je vais boire ça. Je sais pas, il y a un moment, ça va contre la raison, quoi. C'est juste, j'étais con. Et je pense que voilà, les pré-workouts, pour en revenir, il y a beaucoup de personnes qui en abusent et ça peut être dangereux. Il y a certaines personnes, je vois, donc moi j'ai terminé à l'hôpital, etc., à cause des palpitations. Je pense que je ne suis pas le seul. Et sur les réseaux, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombé sur une vidéo d'une personne exactement pareil. C'était quelqu'un qui prenait du pré-workout, qui justement se vantait de prendre plusieurs doses de pré-workout, etc., qui buvait dans son pot de pré-workout. Et après, elle a mis c'était une femme, elle a mis une vidéo à l'hôpital. Ouais, bah, plus jamais le pré-workout. Voilà, mon cœur, machin, je sais pas quoi. Mais bien sûr, parce que ça peut créer des gros troubles après sur ton cœur. Enfin, c'est pas sans danger de prendre un pré-workout. Alors, bien sûr, je pense que si tu prends une fois un pré-workout, c'est pas ça qui va te. Mais c'est vraiment le surdosage qui est mauvais comme tout. Et après, il faut faire preuve de bon sens. C'est pas une bonne chose de prendre du pré-workout sur du long terme, sachant que, comme on l'a dit, les effets vont s'estomper et il va falloir à chaque fois prendre une dose un peu plus importante pour pallier. Voilà, cette dépendance que vous allez créer, où vous allez à chaque fois chercher à avoir un peu plus de stimuli, donc en prendre un peu plus, et après c'est un cycle infernal. Mais en fait, pour résumer, prendre du pré-workout, ça va pas vous garantir de faire des meilleurs entraînements. Ouais, ouais. Justement, j'ai l'anecdote après. Ça va coûter cher. Ouais, ouais. C'est ça, hein, gardez votre argent pour d'autres choses, ou même d'autres Ouais. compléments alimentaires. C'est Ou vrai. même, si vous voulez progresser, investissez dans un coaching plutôt que dans du pré-workout. Voilà, Ah, mais à la perche. Vas-y. Bref, c'est à toi de raconter l'anecdote maintenant. Mais non, mais elle va être courte, mais en fait, ce que tu dis, en fait, c'est pas parce que tu vas prendre un complément alimentaire que d'une, tu vas être plus performant.
je me rappelle d'un gars qui arrive à la salle de sport. Alors, les vestiaires étaient à l'étage. Il monte les marches. Il monte, peinard. Bon, il fait son petit truc dans les vestiaires. Nous, on était en bas. Enfin, j'étais en bas. Je sais pas si t'étais là. Je m'entraînais. Et là, on entend quelqu'un qui sort des vestiaires, qui descend quatre marches après quatre marches des escaliers, mais en furie, ouah, à fond, qui va se foutre sur une barre de développé couché, qui s'échauffe presque même pas, et qui met je sais plus combien sur la barre, mais des yeux rouges pétants, des yeux globuleux, remplis de veines, de vaisseaux qui étaient inflammés, ouais, bien rouges. Et le gars, il finit par venir nous voir, il dit putain, aujourd'hui, je vais faire une séance de fou, j'ai pris je sais pas combien de doses de pré-workout, de café, machin, j'ai tout cumulé. Et pour autant, il a pas réussi à faire ses perfs, il était complètement fou, il a rage-quit la salle et il s'est barré. Ouais. Lui, c'était vraiment un gars assez particulier. Ouais, bon, je pense Euh, que ouais, il y avait des troubles aussi derrière, mais En fait, il a le parcours classique de 80, de beaucoup de personnes en salle. ouais, C'était le mec qui, du coup, aimait. Voilà, il prenait 3 cafés, il mélangeait 4 pré-workout avec du Monster et du Red Bull. Quand il s'entraînait, on voyait, il tremblait, il tremblait. ah ouais, c'est ça. Il avait une veine ici La veine du qui, front, ouais, ouais, elle elle bouffait. percutait, quoi. Et je me souviens quand je le spottais, alors je sais pas si il arrivait même pas à compter ses reps, c'est-à-dire que il descendait, il faisait 1, 2, 4, 6. 6, 9, 12. Et Oh, après, il descendait 7, 4. il se gourait dans ses répétitions, il était complètement fou, il était complètement allumé. Ouais, Et bien sûr, cette personne actuellement ne fait plus de et musculation, ouais. Ouais. a complètement arrêté. Mm. Et en plus, je le revoyais souvent quand je faisais mes steps, quand Ouais, j'étais ouais, je dois croiser sur, aussi, ouais. sur Limoges. Et voilà, il fait plus du tout de muscu, il a complètement arrêté. Donc, moralité, le pré-workout, c'est de la merde, gardez votre argent. C'est vrai. Belle fin, mon Dieu, belle fin. Prochaine question. Et dernière question. C'est la dernière? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a fait 5 questions déjà. Vas-y, vas-y. Et la dernière qui est gérer l'entraînement, la diète avec le taf et les cours. Ah, bonne question pour finir. Ouais. On a eu des bonnes questions. Même la purée mousseline, c'était une bonne question. Et bien sûr, hein, enfin, on a toujours trouvé des trucs pour vous donner des tips sur chacune des questions d'aujourd'hui. Même si à la base, c'était peut-être même pas un troll, hein, la purée mousseline, comme j'ai dit, mais au moins on a apporté des éléments factuels, quoi. Est-ce que tu veux répondre? Parce que j'ai beaucoup parlé sur la Ouais, précédente question. par rapport à cette question, ça va être encore un souci de temporalité parce que avant que voilà, on travaille et qu'on ait une activité professionnelle, on était aussi étudiant. Quand on était étudiant, c'est vrai que c'était parfois compliqué d'allier entraînement, diète, révision, préparation des repas et puis aller en cours aussi, c'est peut-être le plus important. Donc voilà, il y avait l'organisation à faire et je sais et on reçoit beaucoup de messages que c'est pas toujours évident. Alors comment répondre à cette question? Peut-être, vous présenter un petit peu le contexte, Je pense que de pour t'es le mieux placé hein, pour y ouais, répondre. je vais faire sur, 2 temporalités. Quand j'étais étudiant et aujourd'hui, mais je vais être assez succinct. J'ai toujours réussi à bien, heu, allier entraînement, diète, tout ce que vous voulez, même, révision, préparation à des concours, heu, organisation de la vie familiale et tout. Ça, c'est vraiment de la planification. Si vous arrivez à bien planifier les choses, ça sera OK. Quand j'étais étudiant, bon, j'étais à la fac, c'est vrai, on n'a pas forcément un gros volume horaire, mais par contre, on a beaucoup de choses à préparer à côté. Et il y a aussi tout l'aspect préparation à de futurs concours et voilà, il faut bûcher 2 fois plus pour, être sélectionné dans ces concours-là. Donc c'est vrai que, ça demandait, une organisation comme je disais. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on organisait nos repas à l'avance, on avait, nos saladiers de prêts, on avait, nos quantités de prêtes, nos courses, c'était sur un jour défini. On savait qu'on y allait tel jour et que ça nous faisait pour la semaine. On n'avait pas besoin d'y retourner, donc on limitait les allers-retours. Les entraînements, on essayait toujours de les caler à des endroits stratégiques. On se levait plus tôt le matin, enfin je dis on, mais je me levais plus tôt le matin, je me couchais un peu plus tard le soir. Bref, c'était une organisation et aujourd'hui, c'est pareil. Pour vous donner un peu plus d'idées, aujourd'hui, je cumule 2 activités.
je cumule le coaching et également une autre activité où je suis enseignant-formateur. Donc, j'ai deux boulots. Et c'est compliqué de gérer tout ça parce qu'il y a aussi beaucoup d'aspects. J'ai mon entraînement, ma vie de famille, la nutrition. Et tout ça, c'est vrai que c'est difficile à organiser. Donc, une journée type, c'est je me lève à 1 heure précise. Je me lève à 6 heures tous les matins où je vais prendre 1 heure pour répondre à mes suivis, répondre voilà, à leurs questions, à débriefer leurs séances, à faire des ajustements si besoin. Après, j'ai mon déjeuner, je mange, après je vais faire ma journée de boulot. Mes repas sont toujours prêts la veille, donc j'ai mes tupperwares de prêt. J'ai à chaque fois 2 temps pour m'entraîner, soit c'est entre midi et 2, soit c'est en fin de journée, donc après mon travail. Et après, quand je rentre du boulot, j'ai aussi un temps où je vais passer pendant mes steps, généralement, du temps pour débriefer les séances de mes suivis, répondre à mes questions, créer du contenu aussi. Et donc voilà, je rallonge mes journées, j'étire un petit peu, mais je veille toujours à avoir une organisation bien, bien soutenue. C'est vrai que Rémi, c'est l'exemple parfait de la personne donc, qui a 2 boulots, qui gère ses entraînements, sa vie de famille, qui fait ses steps, qui crée du contenu. Euh, Rémi, en fait, c'est la personne qui pourrait avoir le plus d'excuses, mais qui arrive à tout faire. Ouais. Mais encore une fois, c'est toujours... La plupart du temps, c'est une question d'organisation. Voilà, si on prend un exemple, tu n'as même pas de télé, Rémi. Ouais, non, ça c'est. Ah par contre, il faut limiter les choses, c'est-à-dire que Voilà, c'est ça. C'est là où je veux en venir. mes C'est-à-dire centres que d'intérêt, c'est la musculation. Enfin voilà, il faut hiérarchiser son ordre. C'est-à-dire que j'ai mes activités professionnelles et puis après ma vie de famille. Enfin, c'est difficile de hiérarchiser finalement comme ça, mais vie de famille et après, on va dire plus bas, il va y avoir tout ce qui va être extra, les loisirs, du temps à passer sur un film ou sur la télé que je n'ai pas, par exemple. Donc tout ça, voilà, il y a des choses qu'il faut virer. c'est ça. Mais en fait, il y a un moment où on peut pas, tu ne peux pas, genre par exemple, être à jour sur toutes les dernières séries qui sont sorties et faire tous tes entraînements, tes steps, ta diète, etc. Ton boulot, ta vie de famille. Il y a un moment où il faut prioriser les choses et faire des choix. Souvent, l'argument qui revient, c'est oui, mais moi, j'ai pas le temps. Et puis, quand on cherche, enfin, quand on creuse un peu, eh bien, la personne finit par dire ouais, mais j'ai pas le temps de rentrer et de me poser chez moi. Je sais pas si tu as déjà eu ce cas, Rémi. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, pour ça, la personne, quand elle dit qu'elle rentre et qu'elle se pose chez elle, elle va rentrer, par exemple, après son taf, et elle va se mettre dans son canapé, sur son téléphone ou sur sa télé. Et ça, c'est sûr que si tu restes 2h30, 3 heures comme ça par jour, c'est une perte de temps énorme. Ouais. Et C'est une Denis perte. comme moi, on déteste perdre du temps. On va essayer de toujours optimiser. Bon, ça, vous l'avez compris, on optimise déjà la musculation, mais on va aussi optimiser nos temps en dehors pour essayer d'être le plus concis et le plus efficace possible. C'est ça. Euh, pour dire un peu donc la façon dont je m'organise actuellement, c'est vrai que de mon côté, tout est optimisé. Alors moi, je suis uniquement du coup, j'ai pas de 2 boulots comme Rémi. J'ai du coup donc toute la partie donc coaching, création de contenu. J'ai une grosse partie aussi de mon temps qui est dédiée à mes projets futurs qui vont arriver, sur lesquels je travaille depuis des années. J'en ai jamais parlé, donc c'est une petite excuse sur le podcast. Vous n'en saurez pas plus pour le moment. Mais, mais voilà, donc tout est organisé et donc je fais 23 à 24K, enfin, entre 23 et 25K steps par jour. Mais lorsque je marche, je ne fais pas que marcher. C'est-à-dire que le temps où je marche, donc certes, c'est du temps où, en général, j'explore la ville, j'explore Budapest, donc il y a cette première utilité. Deuxième utilité, je réponds à mes suivis, je réponds aux personnes qui m'envoient des messages sur Instagram, j'organise mes journées, je note mes idées, enfin, plein de choses comme ça. J'ai des idées de création de contenu qui me viennent. Tout ça, en fait, voilà, mes steps, ils sont optimisés, c'est-à-dire que je ne fais pas qu'un seul truc en même temps. Quand je m'entraîne et je crée du contenu aussi. Voilà, c'est vrai que tout est optimisé, ce qui fait que de toute façon, il y a un moment où on ne peut pas tout faire. Donc, il faut s'organiser, optimiser les choses, prévoir du temps et surtout limiter le temps inutile.
Et Rémi, du coup, il a fait un peu par rapport à la temporalité. Moi, c'est pareil. Les expériences que j'ai eues, donc quand j'ai été étudiant, j'en ai déjà parlé. Il y a un moment où, du coup, donc, je cumulais un BTS par correspondance, plus une licence, plus des coachings, plus la préparation, du coup, pour battre le record du monde. Ça, c'était une période où j'étais particulièrement occupé. Et j'arrivais toujours à faire passer ma diète, mes entraînements, etc. Et puis, parce qu'on va Et nous puis, prendre pour des, on va nous prendre pour oui, oui. des Et personnes puis, qui sont pas sociables. Si, on arrive à à gérer côté, cette partie aussi. c'est ça, à côté, donc je voyais toujours des amis, je voyais toujours la famille, etc. Et des moments comme ça, voilà, des moments chargés, qui ont été des périodes voilà, qui s'étendent parfois sur 6, 7 mois, eh bien, j'en ai eu plusieurs. Il y a un moment où, du coup, eh bien, c'est pareil, quand je travaillais à Basic Fit, je faisais des stages aussi pour une autre formation. Donc, j'avais un 35 heures de stage, plus je travaillais à Basic Fit le soir. Donc, j'étais cuisinier, pour ceux qui veulent savoir. J'étais cuisinier, donc je faisais 7 heures, 15 heures de mémoire. Et ensuite, j'attaquais donc à Basic Fit et je faisais 18h, 22h30. Et mes week-ends, c'était pareil. Je faisais donc les horaires d'ouverture de la salle. Donc, c'était 8h, 16h à l'époque. Sachant que je ne peux pas m'entraîner les jours où je travaillais. Et c'était, bien sûr, c'était en septembre. Donc, période de rush au travail, je ne pouvais rien faire d'autre. Et pourtant, j'ai pas raté un entraînement. Au niveau de la diète, c'est pareil, c'était toujours carré. Et il y a un moment où, en fait, c'est ça, il faut faire un peu les priorités. Et le problème, c'est qu'il y a un moment où les gens veulent progresser, mais ils mettent avant la muscu comme priorité le fait de regarder leur dernière série. Ouais. Mais, et voilà, ça, c'est pas. À partir du moment où, en fait, tu ne prends pas. Enfin, c'est pas une option, en fait, de rater un entraînement ou de rater ta diète. Et à partir du moment où tu considères l'option, c'est que déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Alors, on s'adresse bien sûr à des personnes qui se retrouvent dans notre mentalité, c'est-à-dire de tout faire pour essayer d'être performant en salle de sport. Après, pour les personnes qui prennent ça comme un loisir ou comme voilà, un vide-tête, etc., c'est pas vraiment, voilà, c'est pas ah, ces personnes-là qu'on veut. après, je pense que ces personnes-là n'écouteront pas forcément le Voilà, podcast. c'est ça. Je pense que l'audience qu'on a, c'est celle qui nous ressemble. Voilà, c'est celle des gens qui veulent vraiment progresser. Mais en fait, c'est ça, il faut pas considérer cette option-là. Et oui, il y aura des moments où, du coup, tu pourras un peu moins t'entraîner. Et enfin, où ça sera plus difficile de t'entraîner. Et à ce moment-là, en fait, tu peux, plutôt que de rater tes séances, tu peux légèrement les réorganiser. En ce moment, c'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai des problèmes de récupération et j'ai aussi beaucoup de boulot en ce moment. Notamment parce que eh bien, mon cher frère vient me rendre visite. Donc, il faut que je prépare tout ça pour me libérer pour les 2 jours où il va venir. Et eh bien, mes entraînements, je les ai adaptés, je les ai réduits pour pouvoir. Voilà, je vais toujours à l'entraînement. J'explose toujours mes perfs à l'entraînement. Juste, voilà, je fais un peu moins d'exo. Il y a certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, je mettais les ischios dans ma séance pool aussi. Bah, pour le moment, pour quelques semaines, le temps que ça se tasse, c'est bien, je les ai retirés. Voilà, c'est tout simplement. C'est un exemple, c'est le premier exemple qui m'est venu. Mais c'est pareil, si tu fais 3 exos pour les biceps, est-ce que tu as besoin de 3 exos pour les biceps? Non. Peut-être qu'en faire qu'un peut suffire, du moins sur cette période, Ouais, etc. pendant une période, voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, voilà, à partir du moment où tu considères le fait de pouvoir rater ta diète, pouvoir rater un entraînement, c'est que déjà, pour moi, tes objectifs ne tiennent pas forcément trop à cœur. Et que si c'est plus important pour toi de, je ne sais pas, sortir en boîte 2 fois dans la semaine, toutes les semaines, que de faire tes entraînements, si c'est plus important pour toi de je sais pas, te poser dans ton canapé le soir, avoir un peu de temps pour toi, pour regarder ta série. D'autant plus que ce temps-là, il peut être optimisé. Tu peux très bien faire les deux, hein. Tu peux très bien regarder ta série en préparant tes repas. Mais oui, c'est sûr que si tu regardes ta série en étant dans ton canapé, ça risque de coincer un peu au niveau du temps. Donc, C'est vraiment pareil, l'aspect organisation pour le coup. C'est vrai que c'est ça. C'est de c'est maître l'organisation. mot. C'est de l'organisation qu'il faut mettre en place. Et donc, on a donné divers exemples. Les Rémi, meal actuellement. prep, voilà, les meal prep par exemple, organiser. Se Mais lever plus tôt, enfin, si tu veux qu'on liste un petit peu toutes les petits tips là qu'on a donnés?
Ouais, bah, se lever plus tôt pour préparer, enfin pour préparer sa journée ou pour voir si on peut faire des choses. C'est pareil. Peut-être se dire que quand ton réveil sonne, sinon, c'est pas genre je reste au lit, c'est non, je me lève, le réveil sonne, je me lève. Comme ça, tu perds pas 10 minutes à tourner autour, tu te lèves, tu le mets même ne serait-ce que 30 minutes avant et tu te lèves aussitôt, bah déjà, tu as gagné du temps. Tu as gagné du temps pour faire deux trois trucs. Ouais, bah, déjà, il y a ça. Il y a aussi le fait que bah, voilà, quand tu vas te coucher, c'est tu vas te coucher. C'est pas tu vas te coucher et tu scrolles sur ton téléphone pendant 3 heures. Euh, en fait, il y a plein de choses. Je pense que si on liste, la liste va jamais s'arrêter. Et il y a beaucoup. On peut en donner quelques-uns quand même. Bah, quand tu dors, tu dors. Tu Ouais. tu scrolles pas sur ton téléphone. Ensuite, quand ton réveil sonne ou quand tu te lèves sans réveil, moi je me lève sans réveil, voilà, tu te lèves. Tu restes pas dans ton lit à je sais pas quoi faire, à remettre ton réveil ou non, tu te lèves, tu travailles. Ensuite, c'est très simple, c'est euh, essaye d'optimiser les choses, voir si tu peux pas faire plusieurs choses en même temps. Il y avait aussi une application là, que tu utilisais pour limiter l'utilisation du téléphone. Alors, moi, je n'ai pas trop utilisé, mais comment elle s'appelle, déjà, cette appli? C'est le temps d'écran sur. Ah, c'est le temps d'écran, c'est ça? Ouais, c'est le temps d'écran. D'accord. Bah Tu peux voilà, limiter. essayez, référez-vous à votre temps d'écran passé sur votre téléphone et essayez de le limiter ou de vous dire, bon bah voilà, je m'autorise tant d'heures à passer sur cette appli, ou enfin, ou tant de minutes du moins, à passer sur cette appli de manière journalière, hebdomadaire. Et ça peut être voilà, des façons pour vous déjà de passer moins de temps sur des réseaux un peu, des fois un peu toxiques et de vous prendre du temps aussi pour vous, pour d'autres choses et pour atteindre plus facilement vos objectifs. Il y avait aussi la question du meal prep. Organisez-vous pour les repas, ça je pense qu'on l'a assez dit. Essayez de préparer à l'avance sur 3-4 jours. Faites les repas, pardon, vos courses en une seule fois. Il y en a beaucoup, et je pensais pas, mais qui préfèrent aller de manière ponctuelle au magasin, enfin ouais, faire leurs courses au magasin et d'y retourner 2 à 3 fois dans la semaine. Putain, mais moi, déjà y aller Si, une fois, ça me fait c'est- chier. ça fait des steps. Ouais, ouais, Alors, bon, si tu enfin, vas en voiture, ouais, si tu vas en voiture, c'est pas. Je sais, pareil. Petite technique pour ceux qui ont du mal à atteindre leur quota de steps. Fixez-vous des objectifs lorsque vous sortez pour faire vos steps. C'est-à-dire que et écoutez lorsque, notre podcast quand vous faites les steps. en gros, quand je fais mes steps, j'ai toujours un objectif. Parce que tu ne fais pas 23, 25K steps par jour comme ça. C'est-à-dire que quand je sors, voilà, le matin, en général, je vais au marché. Tu sais pourquoi tu sors, voilà. Le matin, je vais au marché, je vais acheter mes fruits, mes légumes, mon poisson, etc. C'est moins cher au marché, donc ça me motive à y aller. Sur le trajet, je réponds donc à mes suivis en général. Sur le retour, je réponds aussi à mes suivis. Parfois, j'ai un peu de temps pour répondre aux personnes sur Instagram. Mais voilà, ça, c'est mon truc le matin. Et en général, le soir, eh bien, je vais au supermarché si jamais il me manque des trucs. Et du coup, bah, ça me fait un endroit où aller, j'ai un objectif. Et parfois, bah, quand j'ai pas ça, je me trouve un autre objectif. Par exemple, putain, j'ai jamais été là dans la ville. Aujourd'hui, je vais à cet endroit-là dans la ville, je regarde. Parfois, il y a que dalle, hein, il y a un pauvre arbre, c'est une intersection de rue. Mais en fait, j'ai toujours un objectif quand je sors marcher, quelque chose C'est que à t'as pas faire. de voiture aussi, comme ça tu te laisses pas le choix. Mais attends, quand j'avais une voiture, je faisais un plein tous les 4 mois. C'est vrai. Et j'allais à la salle tous les jours avec. La Turbo 106. Turbo 106. On en a parlé dans le dernier podcast. Paix à son âme, Hmm, si elle nous regarde d'en haut. Enfin je ne sais bref, pas. ce qu'il faut faire, en fait, c'est déjà à partir du moment où on se positionne comme une victime de ce qu'on subit, c'est une mauvaise chose. Il faut toujours chercher à trouver des solutions et pas subir les choses. Et à partir de là, quand tu cherches à trouver des solutions, bah, t'en trouves, hein. Tu trouveras toujours des solutions à partir du moment où tu veux en trouver. Tu te souviens ce que disait notre mère, Rémi? Aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais, C'est une bonne phrase pour résumer cette dernière question. je sais pas. Je sais pas. Tant pis, on verra si je la coupe au montage. Bref, Ouais. je pense qu'on a fait le tour du podcast. Ouais, on a eu beaucoup de choses. Alors, la dernière question était un peu plus philosophique et puis peut-être un peu plus
sors-toi les doigts du cul en mode motivation. Je sais pas si ça plaira. En tout Ouais, cas, de toute façon, il n'y a pas vraiment de solution, hein. ouais. Mais bon, après, c'est que là, on s'est un peu éloigné un petit peu de notre domaine de compétence. C'est vraiment après, comment dire, c'est du bon sens quelque part, mais en même temps, c'est pas ni de l'entraînement ni de la nutrition. On va dire que c'est une philosophie autour de ça, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça fait partie aussi Du, de la, du mindset, ouais, c'est ouais, ça. de la mentalité Mm. zéro arrière. Ce que j'aime bien dire, c'est que là où on va placer notre curseur, ça sera là où on pourra aspirer à réussir, voilà, à devenir. Donc notre degré d'implication dicte notre réussite. Ouais, c'est une très belle phrase. Ça rejoint un peu la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, tu sais, sur la limite naturelle. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais. La limite naturelle, c'est en fait c'est ton degré d'implication qui te la fixe et non Exactement. pas, parce que si tu restes toujours impliqué et que tu suis le plan, tu progresseras toujours, hein. J'ai plus de 11 ans de muscu, je progresse encore à chaque entraînement. Rémi a je sais pas combien d'années de muscu, il progresse encore à chaque entraînement. J'ai pas mal de suivis qui ont parfois plus de 20 ans, 30 ans de muscu, qui progressent à chaque entraînement parce qu'ils sont appliqués. Et Voilà. puis il y a une dimension éthique, si tu veux, c'est que euh, si tu te poses la question, est-ce que je suis arrivé à mes limites naturelles? Encore une fois, c'est que tu marches encore un peu à l'envers. Ne te pose pas la question, essaye d'aller au bout et ne te dis pas qu'il y a une limite naturelle. De toute façon, tu arriveras toujours à progresser sur un pan de ton évolution, De toute de ta façon, progression. c'est ça. Je pense qu'à partir du moment où tu te la poses, je ne Mm. sais plus si je l'ai laissé dans la vidéo ou si je l'ai enlevé, mais à partir du moment où tu te poses cette question, c'est que tu fais quelque chose de mal. C'est que Ouais. tu n'es pas impliqué. En Attends, gros, c'est ça. Ouais. je l'avais dit, je l'avais tourné comment? Je ne sais plus si je l'ai laissé. Mais en gros, c'était à partir du moment où tu te poses la question d'avoir atteint ou non ta limite naturelle, c'est Mm. en fait l'indicateur que tu fais les choses mal Ouais. et que Ouais, tu n'es c'est pas, exactement, c'est ça. et que tu n'es pas impliqué à 100% dans ta progression. Je pense que cette fois-ci, ça termine bien le podcast. Ouais. Si vous avez apprécié ce podcast, bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous mettre des petites évaluations sur Spotify. Alors moi, c'est vrai que j'ai vu ça la dernière fois qu'on avait passé les 100 évaluations sur Spotify. On a 5 étoiles de Ah, 2. top. Merci. Ouais. Je savais pas. Ouais. En fait, il faut savoir que Spotify ne marche pas à l'étranger. En gros, ça marche pendant un mois et puis après, il faut premium. Donc, j'ai pas Spotify premium, donc je vois pas. C'est Rémi qui voit Ouais, les avis. je gère ce côté-là et effectivement, on a en 3 podcasts dépassé les 100 évaluations. Alors, bon, je fais pas forcément plus gaffe que ça aux chiffres, mais pour le coup, voilà, c'est quand même un chiffre symbolique. Ouais, donc merci, merci à tous. Merci à tous. Ouais. Sur YouTube aussi, j'ai vu que, en fait, ce qu'il y a de bien avec YouTube, c'est que vous pouvez mettre des commentaires et on peut interagir sur ce que vous avez pensé du podcast, si vous avez des questions, ce genre de choses. Et aussi, en général, je fais un petit extrait qu'on partage sur les réseaux avec du coup eh bien, certains points, certains extraits du podcast, certaines photos, vidéos pour illustrer aussi le podcast. C'est ça. Donc n'hésitez pas aussi si vous voulez interagir donc soit sur YouTube, soit sur Instagram pour voilà, qu'on puisse aussi interagir ensemble parce que le but c'est ça, vous nous posez vos questions, on vous répond, mais derrière on ne sait pas si c'était OK, si on a bien répondu à vos questions, si vous avez bien compris, si vous avez peut-être d'autres questions pour aller plus loin. Donc l'échange peut aller aussi un peu plus loin de ce côté-là. Tout à fait. Je pense que du coup on va conclure le podcast sur ça. C'était Ouais, un très bon podcast, Rémi, encore une fois. ouais, on a passé un bon À moment. Je sais pas combien de temps il fait, mais peu près 2 heures, je crois. ouais, bon, parfait. Voilà. On Et verra. donc, on espère vous proposer déjà la semaine prochaine un podcast entre frangins en version IRL. Sauf si Et- tu es arrêté à l'aéroport pour Ah, ah ouais. transport de collagène. Donc voilà, on vous tiendra au courant dans tous les cas. Et puis sinon, comme on vous l'a dit, merci encore pour le soutien et ça nous pousse à en faire d'autres. En tout cas, c'est, je trouve, une activité qui me plaît. Enfin, j'aime beaucoup faire ça. C'est bien. Et vous remarquerez qu'il fait nuit à Budapest alors qu'il fait jour chez Rémi. Ah ouais, et 18 h, Denis, putain, mais. Oui, ici, il fait nuit super tôt. Je sais pas à quelle heure, je pense à 17h30, un truc comme ça, il fait nuit. Ah, va Mais falloir qu'on rentabilise nos journées hein, quand je vais venir. ouais, en plus, il pleut, il fait froid. Le matin, il fait 1 degré. Même parfois, c'est négatif pour vous donner un ordre d'idée. Et je fais quand même mes steps, hein. Bref, cette fois-ci, c'est le mot de la fin. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast.
Et puis, on vous dit à très bientôt dans le Zéro RR Podcast. À bientôt.